Bonjour Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait d'épisode, là? Ben, fin juillet, je pense. Green Knight, c'est fin juillet. Green Knight, ouais, ça commence à faire un méchant bout. Ouais. Euh, bon, ben, on a décidé d'y aller avec un sujet fort pour revenir en force. Fait que c'est aujourd'hui qu'on parle d'une 54. Pas de bashing, c'est moi québécois, là. Hein? Pourquoi? C'était pas bon? Je sais pas, j'ai pas vu. OK. Non, non. Donc, on va parler aujourd'hui, non pas d'une 54, non pas de Sam. Non plus que t'as vu, en plus, Sam. J'ai vu Sam. Mais hors sujet, là, c'est pas grave. C'est excellent, Sam. Ah ouais. Ben, c'est divertissant. OK. Je vais m'en tenir à ça. C'est ça, donc on va parler de David Fincher, grand réalisateur des dernières, il est là depuis les années 90, mais grand réalisateur actuel, ou en tout cas des dernières années, mettons. C'est qu'il y a un des rares qui fait comme 3 films chefs-d'œuvre back-à-back. Il y a peu de gens qui font ça, là. Ouais. J'ai noté quelque chose sur, je l'appelle la trilogie des années Moi 2010. aussi, j'ai noté, parce qu'on a déjà parlé là, longtemps, mais je l'ai noté dans mes notes. Tiens pas. Mais t'as-tu écrit la trilogie dans tes notes? Ouais. OK. Je me souvenais pas qu'on en avait parlé. Mais bon, ben c'est ça. Je pense qu'on va y aller le film par film, là, à la Xavier Dolan, Sofia Coppola. Je sais plus Ouais. si on a fait ça avec d'autres personnes. Je sais pas, mais ouais. Fait que c'est ça. On va-tu parler des séries télé? Moi, j'ai pas vu les séries télé. T'as-tu vu les séries télé? Ou on se Non. tient juste au cinéma? Ben, on peut mentionner, là, mais moi non plus, j'ai rien vu. OK. Fait qu'on n'aura pas grand-chose à dire. Ben, c'est pas vrai. J'ai vu les 2 premiers épisodes de la première saison de House of Cards. OK. Je pense que tu sais, ça a quand même pris une bonne place dans sa filmographie, quand même, les séries télé, Mindhunter et tout, là, mais tu sais, moi, j'ai juste vu ces films. Ouais. OK. Ouais, mais Mindhunter, j'ai pas trop compris. Y a-tu tout réalisé ou il a juste réalisé certains épisodes ou le début? Je dirais que je pense qu'il a tout réalisé, mais je suis pas certain de ce que je dis, là, mais en tout cas. Parce que, mettons, House of Cards, c'est lui qui avait parti comme le projet puis tout. Il a réalisé les 2 premiers épisodes, mais c'est tout. Euh, il est resté producteur, évidemment, mais c'est pas lui qui a réalisé la série en entier. Ouais. Je pense pas qu'on va parler bien plus des séries que ce qu'on vient de faire là. C'est correct. Fait que c'est ça, David Fincher, né en 1962 à Denver. Je sais pas si c'est un fan de l'Avalanche, mais il a déménagé en Californie à 2 ans. Ah, mais Donc, son père, c'est ça, c'est un auteur, son père, Jack Fincher. mhm. Ouais, j'ai pas trop fait de. Je sais qu'il a Et- écrit le scénario ouais, de Mank. c'est ça, c'est ça. On y Mais à reviendra. part de ça. Euh, c'est ça. Il a travaillé chez ILM, faire des effets spéciaux, des années 80, je pense. Puis il a fondé avec d'autres cinéastes, là, puis il y a Propaganda Films Ouais. des années 80. C'est eux qui, au début, qui ont produit là, les premiers films de Michael Bay, puis genre Spike Jones, puis il produisait David Lynch aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Des c'est films de. films, c'est films des années 80, genre Blue Velvet, puis Lost Highway, mettons. Ouais, probablement, là. Ouais. C'est dans ces années-là. Là. C'est ça, il a fait beaucoup de. Les premières choses qu'il a tournées, c'est surtout des pubs puis des vidéoclips. Ouais. Je Ah ben, regardais c'est la. ça. Il a fait beaucoup de vidéoclips aussi, puis je pense que ça va marquer aussi toutes ses relations à travers son œuvre, avec qui il travaille aussi. C'est Trent Reznor, puis Atticus Ross, puis Mhm. des affaires comme ça, là. Mais c'est ça, exact. Là, vu qu'il avait fait un. Ben, je pense que c'est tard quand même qu'il a fait un clip de la Nine Inch Nails, là, mais oui, il faisait déjà des films à ce moment-là, mais ouais, ben, c'est pas pour rien aussi que Trent Reznor, il a commencé à faire de la musique sur ses films relativement tard aussi. Euh, mais ouais, puis il y a quelque chose dans son
artisme, qui est l'espèce de recherche sur la perfection visuelle là, qui vient un peu du vidéoclip qui est essentiellement dérivé de la pub là, aussi, là, dans un sens. Mais c'est ça, je regardais des vidéoclips qui étaient réalisés par David Fincher, puis comme c'est vraiment des grosses affaires connues. Tu sais, il n'était pas du tout connu comme cinéaste, il ne faisait pas de film encore, pour la majorité, là, mais il a fait vraiment, tu sais, il devait être reconnu comme dans le monde du vidéoclip parce qu'il a vraiment réalisé des grosses affaires, là. Comme le clip de Englishman in New York de Sting, puis Bambaleo des Gypsy King, un clip de Madonna, Janie's Got a Gun d'Aerosmith, Smith, c'est lui qui l'a fait, un truc de Billy Idol, Who Is It de Michael Jackson, un truc comme ça. Souvent, comme Englishman in New York, c'est vraiment New York en noir et blanc, saxophone, soprano, t'as Sting qui se prend avec son parapluie, ça fait Fincher là, quand tu regardes. Là, quand Ça fait-tu Mank, esthétique de Mank ou pas? Non, pas vraiment. Mais je pensais plus à... Non, je sais pas. C'est une façon de montrer New York en noir et blanc là, qu'on retrouve. Je sais pas. C'est drôle justement parce que j'écoutais Les Bienveillants, l'épisode du top 10 2020 avec les gars de Point de vue en fin de semaine. Puis, Ils ont parlé de 16 printemps. ouais, ça se peut, mais moi, je me souviens qu'il parlait de Mank, puis que Pascal Plante, il avait pas trippé en tout sur Mank, puis il trouvait ça tout pourri. C'est drôle qu'on parle de ça. C'est drôle d'entendre un réalisateur comme dire du mal d'autres films. Ouais. Ben, tu sais, ouais, c'est correct. Non, mais c'est correct, c'est juste drôle. T'es pas habitué que les réalisateurs aient un podcast où ils s'expriment genre ouvertement comme ça. Mais, ouais. Mais c'est ça, j'avais noté plein de choses en plus sur les vidéoclips, mais c'est tellement pas tant pertinent, fait que j'en parlerai pas. Mais il a même fait il a continué en réalisant. Il a fait un clip avec Justin Timberlake en 2013. Puis il a fait plein de clubs, clubs de pub pour Nike, Adidas, Heineken, Coca-Cola. En même temps, des clips, ça va être le fun à faire parce que c'est pas long, puis tu peux faire tout ce que tu veux avec prendre des gros budgets qu'ils ont en plus, les autres là-bas. Fait que il doit y avoir du plaisir à le faire, j'imagine. C'est pour ça qu'il en fait encore. Ben, sûrement. Puis Timberlake, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il est devenu ami avec Timberlake sur Social Network, ou bien parce que ça faisait partie du contrat qu'il réalise un clip, malgré que c'est genre 3 ans plus tard. En tout cas. Mais c'est ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a un paradoxe dans comme toutes les pubs aussi qu'il a réalisées pour Nike et compagnie, puis comme, mettons, Son propos dans ses premiers films, mettons. Là. ouais, genre, C'est sûr, mais malgré que, tu sais, quand tu regardes Fight Club, mettons, tu sais, c'est quand même un gars qui est complètement, tu sais, qui participe complètement à la société de consommation. Tu le vois au début avec tout le détail des meubles dans son condo, comme avec tout le prix, puis tout ce que ça vient, puis toutes les marques, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même une démarche consciente de genre le gars qui fait partie de ça, puis qui en souligne à grands traits les absurdités. Mais ouais. je comprends, je comprends. Hum. Moi, j'ai noté une couple d'affaires par rapport à Fincher, tu sais, que je me dis que, si je me souviens bien, il n'y a pas écrit de scénario dans ces films, il me semble. Aucun. Ou peut-être quelques. Il me semble que non. Ouais, non. Ben, je sais pas, mais il me semble que non, hein, de ce que j'ai regardé là-dessus. Même s'il écrit pas, Fincher, c'est un auteur, tu sais, comme la manière qu'on parlait de Hitchcock comme auteur, tu sais, il a vraiment sa plume, puis tu sais reconnaître un film de Fincher, puis c'est toujours une sauce particulière, tu sais, puis ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas comme des films de commande qu'il fait, puis que c'est générique, là, tu sais. Non, c'est ça, pas du tout. Là. C'est vraiment, non, ça se reconnaît. Puis, après, tu as plusieurs étapes dans sa filmographie. Tu sais, visuellement, tu sais, Seven ne ressemble pas nécessairement je Gone sais Girl, pas, mettons, là. Gone Girl, ouais. Ça. Mais reste que c'est souvent très, 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 très sombre, sa filmographie, je trouve.
Sauf exception, mettons, Benjamin Button, c'est différent, là, mais c'est comme un ovni. Tu parles visuellement ou les thèmes? Visuellement. Je trouve que c'est souvent dans le noir, c'est souvent comme dans les rues sales, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais. Est un peu plus sur l'esthétique crade, justement, sale des premiers films. Euh, Tu sais, Ah ouais, Seven, c'est c'est ouais. vraiment dégueulasse, là. Puis, tu sais, à la fin, tu sais, Gone Girl, au contraire, tu sais, c'est plus. Tout est beau, tout est parfait, tout est léché comme en apparence. Mais Puis là, c'est comme quasiment désaturé, puis mort un peu les couleurs aussi, là. C'est comme gris. ouais, c'est C'est- vrai. C'est vrai aussi. Euh, c'est ça, mais tu sais, t'as le petit quartier de Ben Affleck tout parfait avec sa grosse maison, tout son mobilier à la mode, puis sa décoration à la mode. Ben, ça fait partie vraiment du propos du film, là, qu'est-ce qui se cache derrière cette perfection-là. Tu sais aussi, tu sais, David Fincher, comme je te disais tantôt, c'est un genre en soi, là, tu sais. Mhm. Puis tu sais, il a perfectionné ses thrillers policiers ou thrillers tout court, tu sais, mais qu'il a perfectionné à sa façon. Puis on dirait que quand tu regardes Prisoner, c'est comme, ah, mais c'est du David Fincher, tu sais. Malgré que c'est quasiment en même temps qu'il a commencé à faire ça, là, tu sais. C'est c'est ça, Ouais. tu sais. C'est vrai qu'il y a ouais, il y a une espèce de vibe Fincher. Euh, ouais, une espèce de genre en soi, même s'il fait pas. Non, c'est vrai que tu sais, l'aspect, c'est ça, thriller, un petit peu policier, ça revient tout le temps, là, peu importe l'époque, là, même si c'est pas toujours ça, le film. Yeah. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais noté sur David Fincher. Cool, cool. Fait que c'était tout. C'est tout pour le podcast. J'ai tout. C'est bien. Merci, au revoir. Ouais. Mais non, mais il y avait. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, ben c'est ça, tu sais, Fincher, on reconnaît aussi comme un cinéaste perfectionniste qui fait genre 90 prises la même scène. Puis ça, à chaque fois que tu entends parler de ça, tu as tout le temps genre ceux qui sont là. Ah oui, Fincher, c'est un grand maître qui fait 90 prises. Il y en a d'autres qui sont là. C'est un style débile qui fait 90 prises qui épuise ses acteurs. Fait que bon, j'ai pas envie d'émettre d'opinion. Je vais juste dire qu'il est reconnu pour faire genre 90 prises. C'est le même plan. Ou d'une même scène. C'est ça. Un commentaire là-dessus. Non, pas de commentaire. Je pense que. C'est beau. Mais tu sais, tu sens tu sais, tu vois à l'image le désir que le plan soit parfait et que ce soit exactement la bonne chose. Ben, ça, tu sais, dans Gone Girl, mettons, il a filmé en, je sais pas, 16K, quelque chose comme ça, pour pouvoir cropper le plus possible dans son image, puis ça fait comme ça que ce soit plus clair. Fait que c'est intéressant. Mais c'est ça, il faisait ouais, On y des reviendra. recadrages, c'est particulier, ça. C'est pas une démarche que Non. d'habitude les grands cinéastes d'auteurs font. Tu sais, c'est plus genre, Dans tu veux que ton image soit parfaite. ben aussi, puis de mettre ta caméra à la bonne place exactement, puis qu'elle soit. C'est pas ça qu'il fait, Mhm, mais il doit faire ça d'une certaine façon, pareil, parce que c'est ce qu'il fait, là, mais mhm. en tout cas. Mais c'est ça, souvent, c'est ça, tu veux placer ta caméra à bonne place pour que l'image soit, ton plan soit composé, soit parfait dès que tu le captures. Puis, bon, juste, tu sais, c'est à partir de quand qu'il a commencé à filmer numérique? Non, je sais pas, mais j'imagine que ça doit être à peu près avec soit Social Network, soit Zodiac. Benjamin. Benjamin Button, peut-être. Mais tu sais, Social Network, c'est en numérique, je suis pas mal sûr, là. En tout cas, je ne Oh, sais ouais. pas. Mm. En tout cas, on part-tu sur les Fait films, pas là? partie des irréductibles de la pellicule. Non, c'est ça. Tarantino, il doit pas être content. J'ai vu une vidéo l'autre fois de Tarantino Je suis sur Roger qui... Deakins. Ouais, Ouais. c'est comme bon, ok. En tout cas, Euh, bon, ok, fait qu'on commence avec son premier chef-d'œuvre en 92, Alien 3. moi, je l'ai pas vu. C'est ça, je l'ai pas vu de ces films. Puis aussi, c'est parce qu'il l'a renié de sa filmographie. Fait que je suis comme, OK, ben, par respect à Fincher, je le regarderai pas parce que, un, ça m'intéresse moyen. Puis, c'est ça. Et moi, j'avais lu sur Wikipédia qu'il apparaissait pas dans sa filmographie officielle, genre, mais euh, j'ai j'ai essayé de trouver sa filmographie officielle, puis je l'ai pas trouvé, fait que
Fait que je sais pas. T'as-tu trouvé sa filmographie officielle? Peut-être que sur des J'ai DVD, tapé, des fois. j'ai écrit davidfincher.com, il n'y avait rien. Tu sais, des fois, sur des DVD, t'as comme les listes de ses films précédents, puis il me semble que j'avais déjà vu qu'il était pas là. Son premier film, c'était Ok. Seven. Ah, ça se peut, ça. Ok. En tout cas, je sais Ouais. qu'il a renié. Fait que. Les Il doit vieilles archives. Ça, c'est quelque chose de pas très accessible quand même. Tu sais, quand tu dis comme j'ai une filmographie écrite dans un livre, ça va, tu sais, le livre, tu l'as disponible. Là, il faut que tu rentres ton DVD que tu ailles dans telle option, puis là, c'est là que ça t'affiche la filmographie. Mais, Ouais. ouais. Non, c'est ça, Alien 3, je l'ai vu. J'ai pas vraiment vu. Je l'ai comme skippé. Ça fait longtemps, là, ça doit faire 10 ans, dans le temps que j'avais regardé les Aliens pour la première fois. Le premier, c'est ça, j'avais regardé le premier, le deuxième, puis là, le troisième. Mais tu sais, c'était une époque où j'essayais de regarder comme des espèces de classiques du cinéma, puis là, je me renseignais, puis j'étais comme, celui-là, il paraît qu'il est pas bon, fait que ça vaut peut-être pas la peine. Tu sais, genre Terminator, tu sais, j'ai jamais regardé d'autres Terminator que 1 et 2. Ça m'a jamais intéressé de regarder ce qu'il y avait après. Puis, c'est ça. Puis Alien, ben là, j'avais vu comme que le 4 de Jean-Pierre Jeunet, il était pas si pire. Puis j'étais comme, bon, faudrait que je regarde le 3, mais ça me tente pas vraiment. Puis il est comme une mauvaise réputation. Fait que là, finalement, je l'ai comme commencé. Je fais, ça me tente pas de regarder ça. J'ai comme skippé jusqu'à la fin. J'ai comme regardé en avance rapide. Puis j'ai regardé la fin. Mais c'est ça. Fait que je peux pas vraiment dire s'il est bon ou mauvais. Mais c'est une ambiance différente des deux premiers. Là. C'est vraiment. C'est plus. Tout est plus ambigu. C'est moins. C'est un film inconfortable, si on veut. Mais ouais, il l'a renié. Fait on n'en parlera pas Tu tout de suite. sens-tu, peut-être que tu t'en souviens pas, mais tu sens-tu un peu le Fincher que ça va devenir le style visuel ou ça n'a juste pas rapport pour tout? Ça a peut-être un petit peu rapport, là, mais bon, une espèce d'univers crade, là, aussi. Là. Mais bon, ça fait longtemps, je ne sais même pas qu'est-ce que j'avais vu comme Fincher à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que j'avais vu grand-chose. Mais bon. Alien 3, sa première réalisation. Parce que tu sais, l'affaire aussi, c'est que je pense qu'il a juste tout perdu le contrôle créatif, fait qu'il fait qu'il a fait comme fuck off, puis c'est plus mon film, puis genre je m'en fous. Là, tu sais. Comme, Mais tu sais, ouais. c'est comme Dune un peu, David Lynch, il a fait ça. Là. Il a Mm-hmm. tout perdu le contrôle, puis à ça, il ne veut plus rien savoir de Dune. Même le prochain qui sort, il dit je veux même pas le voir, ça m'intéresse pas. Là, tu sais. Okay. Mais ouais, non, c'est ça, il y avait pas le contrôle pantoute. Puis Aussi, voilà. j'ai noté que tu sais, c'est bizarre que tu sais, pour une série culte comme Alien, tu prends un gars qui n'a jamais fait de film, qui fait que des clips, genre. C'est ton premier film, c'est Alien 3. C'est comme pourquoi? Quand après, Ben, parce que justement, le but, c'est de faire une suite à Alien, puis c'est de faire de l'argent. Fait que tu t'engages un gars de quelqu'un cabane. que c'est ça, un Ah, yes ok. man, comme disent les Français. Ok. Euh, tu tu sais qu'il est compétent parce qu'il n'a jamais fait de long métrage, mais tu sais qu'il est compétent, qu'il a une caméra pareille. Puis c'est ça, tu dis qu'il va faire ce que tu veux qu'il fasse. Ben, tu sais, pourtant, c'est quand même James Cameron qui a fait le 2, puis le 4, c'est Jean-Pierre Jeunet, qui est quand même un réalisateur qui est incroyable. Là, tu sais. Ouais, mais tu sais, Jean-Pierre Jeunet en 97, tu sais, il n'avait pas réalisé Amélie Poulain, il n'était pas nécessairement connu à l'extérieur de la France. Ben, je sais pas. Il avait fait Délicatessen. Ben, peut-être pas en dehors de la France, mais il a fait Délicatessen, me semble, le début 90. Là. Mhm. Ben, en tout cas, ben, ça se peut, je sais pas. Bon, ben, je sais pas aussi, peut-être que. De toute façon, Alien 4, c'est pas le film le plus Jean-Pierre Jeunet des films de Jean-Pierre Jeunet. Ah, j'imagine. Mais c'est ça. Tu l'entends-tu chigner? Ah ouais. C'est-tu plus fort que tantôt? Ouais, mais c'est pas grave. Ben, Sweeney, on se calme. OK. Ensuite, en 95, ben là, là tu l'as vu, tu les as tous vus à partir de maintenant. Là. Il y a Seven Je qui pense qu'il y a sort. un lien à faire aussi avec Alien parce que le directeur photo de Jean-Pierre Jeunet puis de Marc Caro, c'est Darius Khondji qui fait la direction photo de Savine. Fait que Cool. juste un petit lien à faire entre les deux. Intéressant, intéressant. Tu as dit c'est le directeur photo de qui? Jean-Pierre Jeunet, Ah ouais. entre Cool. autres. Là. Il fait d'autres films. Tu sais, c'est lui qui a fait Uncut Gems, il a fait plein. Là. Gros Mhm. réalisateur photo, il est bon. Là. Excellent. Fait que c'est ça.
Mm. Ouais, je dois t'avouer que Seven, tu vois aussi, un directeur photo s'adapte quand même à son réalisateur parce que Seven, ça me fait pas penser à un film de Jean-Pierre Jeunet visuellement. Ouais, mais c'est un peu dark, un peu à la Delicatessen, mais c'est sûr que c'est quand même différent. Mais... Ouais. Mhm. Mais je trouve Je que sais pas. il y a une belle photo sur Seven aussi. Là. Ouais, C'est ouais, beau, non. là. C'est marquant, le visuel. Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'en souviens pas tant, mais vraiment. Mais c'est ça, tu sais, Seven, c'est vraiment le film qui l'a fait connaître, là. C'est vraiment, ben, c'est un thriller, comme on parlait tantôt. C'est un peu son genre de prédilection. Ben, c'est ça, tu regardes Seven, puis je pense que tu peux tout voir ce que David Fincher va devenir par la suite. Là. C'est à peu près l'ébauche de David Fincher. Mhm. C'est comme la naissance de quelque chose. Là. Mm. Puis, tu sais, c'est un film crade, c'est un film tu sais, qui veut provoquer. Tu sais, je veux dire, il y a des images choquantes pour la pauvre petite madame des années 90 qui va voir le film. Euh, tu sais, c'est les 7 péchés capitaux. Puis, tu sais, ah là là, je serais jamais capable de faire un podcast tranquille. Mais c'est ça. Fait que Seven, C'est attends, qu'est-ce qu'il y a? ben, c'est ça, dans le fond, Seven, c'est deux policiers, Brad Pitt puis Morgan Freeman, qui vont traquer un tueur en série qui tue du monde selon les péchés capitaux. Tu sais. Mhm. Puis il essaie de résoudre ça. Puis justement, tu sais, c'est Kevin Spacey dans le rôle du tueur en série. Puis C'est pas qui un est absolument. spoil, ça? Ben, je sais pas. Le film est sorti le, le 20. Ben non, mais c'est genre au 26. milieu du film. Genre. Ouais. Puis, Anyway, Kevin on a déjà Spacey. dit dans cette émission-là que les spoils, c'était pas grave. Mais, Ouais, ouais. Ben, tu sais, mettons de game, je vais essayer de faire attention parce que ben, c'est un peu ça le but du film d'avoir un spoil, fait que je vais pas tout gâcher. Là, mais... pas un spoil, mais en tout cas, tu comprends. révélation, un twist filant. Mais Kevin Spacey, tu sais, je pense que c'est lui qui ressort du film vraiment, il était cohérent. Tu sais. Puis ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que les moralités sont ambiguës. Là, tu sais. Tu sais, il fait des affaires Mm. horribles, mais il n'est pas si fou que ça. Tu sais. Ben oui, il est fou, mais tu sais, il agit d'une manière honnête quand même. Tu sais. Je sais pas si tu Mm. sais de quoi je parle. Là, mais... Ouais, mais tu sais, son discours là, à la fin, tu sais, tu vois qu'il joue dans la tête vraiment du personnage de Brad Pitt, puis que tu sais, ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tous les gens qui tuent, c'est des gens qui sont mauvais pour la société, mettons. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est dégueulasse, mais d'un côté, ben, il fait des choses intéressantes pour le bien de l'humanité. Là, Mm. Ouais, non, c'est ça, c'est intéressant. Là. C'est drôle parce que tu vois déjà euh, au scénario, là, c'est Andrew Kevin Walker qui a aussi écrit le scénario de The Game et Fight Club. Ou je ne sais pas s'il les a écrits tout seul ou c'est en collaboration, là, mais en tout cas, il était aussi dans ces scénarios-là. Fait que tu as souvent des collaborateurs qui reviennent là, Ouais. dans ces films. Il a aussi écrit le scénario de Sleepy Hollow, puis pour l'anecdote, il a fait un caméo dans Panic Room. Ah oui. Il Il doit joue jouer genre quelqu'un, un genre de livreur qui arrive à la porte, quelque chose comme ça. Là. ouais, de quoi de même. Là. Genre quelqu'un qui reste pas longtemps. Mais ouais. Je sais pas pourquoi j'ai noté toutes ces affaires-là, là, mais savais-tu que bon, la musique, c'est Howard Shore, Ouais. qu'on connaît surtout pour Le Seigneur Dans des les Anneaux, anneaux. mettons. Malgré que, bon, je dis, on le connaît surtout, mais on s'entend que les musiciens, souvent dans les gros films hollywoodiens, t'en as genre 4 différents. Mais, mais à la photo, ah oui, ben c'est ça. Ouais, ouais, bon, j'avais noté. Ah ouais, c'est ça. Je l'avais noté justement, le directeur photo. Tu savais qu'il a fait la photo de Amour aussi. Oui. Oh, oui, oui. Ça. Mais il fait des films d'Haneke, puis en fait, c'est un gros directeur photo pour être écœurant. Darius Mhm. Khondji, là. Si les gens ont la chance de découvrir un peu ce qu'il fait comme Mhm. travail, là, il est bon. Ouais, Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. Midnight in Paris, Lost City of Z. C'est très Ouais, bon ça, ouais, Lost City of Z. ouais, Okja, Uncut ouais, James. ouais. Mhm. Puis tu sais, la direction artistique, là, les décors de. Tu sais, j'ai noté que c'est Arthur Max qui a fait. Ça disait décor, là, je sais pas si c'est direction artistique ou si c'est juste comme décor, mais
C'est lui qui a fait comme tous les films de Ridley Scott, quasiment. Ah ouais? Okay. Après Gladiator, hein, OK. plus récent. Mais Il a fait The Martian. est-ce que c'est le temps de dire que The Martian est un bon film? C'est tandis que The Martian, c'est pourri. Fait que... Non, mais tu répètes tout le temps que The Martian, c'est pas bon, mais c'est excellent. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, mais les décors, c'est quand même, toute la direction artistique, là, c'est un élément, je pense, qui est vraiment fondamental dans Seven, là, à quel point, tu sais, mais on parlait d'images crades, c'est ça quand même beaucoup, surtout quand tu arrives dans les crimes. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais. Quand tu rentres dans des appartements, c'est complètement dégueulasse, puis ça a l'air depuis. C'est horrible, là. C'est dégueu. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment. Mais c'est un vrai film là, policier. Ça fait. C'est pas exactement comme un film noir, là, années 40, tout ça, mais ça fait pas. Il y a quelque chose qui fait penser à ça. Là, des détectives tourmentés. Ben, Morgan Freeman n'est pas très tourmenté à mon souvenir, là, mais Brad Pitt, oui. Ouais. On va pas dire la fin, là, mais justement, c'est une fin coup de poing qui est peut-être pas la plus marquante de l'histoire des dernières années, là, mais c'est une des plus marquantes des 30 dernières années, mettons. Là. Non, c'est une fin extraordinaire. Là. C'est peut-être la meilleure de Fincher. Je sais pas ce que tu en penses. Mais, ouais. Ben, c'est la fin la plus c'est la fin la plus punchy, puis le punch est vraiment meilleur que dans The Game, en tout cas. Mais on reviendra. Tu te devances, mais ouais, non, c'est ça. C'est vraiment c'est une fin qui marque. Là. Ça fait ça. Parodié plein de fois aussi. La fameuse réplique de Brad Pitt, sa question qu'il pose, qu'on ne divulgagera pas. Seven aussi, c'est un classique du genre qui est comme. Ben, c'est une sommité dans le genre policier, mettons. Là. Si tu penses à des bons films de ce genre-là, c'est probablement Seven qui revient au top. Là. Mm-hmm. Mais c'est fou, c'est son deuxième film, mettons, c'est son premier film que lui reconnaît. C'est le premier film qu'il a vraiment fait lui-même, un petit peu de bout en bout. C'est fou là, de faire un classique comme ça, là, à ce moment-là, aussi maîtrisé. Ouais. Vraiment. C'était génial. As-tu quelque chose d'autre à dire sur Seven ou on passe à The Game? Non, juste à dire que Seven, c'était excellent. Excellent film de Fincher. Contrairement à The Game. Ben, The Game, ok, mais. Vois-tu, The Game, je l'ai réécouté la deuxième fois hier. La première fois que j'avais écouté, j'avais trouvé ça. Je trouvais que la fin me décevait, puis je trouvais que le film était un peu emmerdant. Puis hier, je pensais que c'était un film à punch, que en sachant le punch, il n'y avait plus d'intérêt. Puis je trouve que mon deuxième visionnement était meilleur, même si je me suis quand même emmerdé pareil. Je trouve que le cheminement du film n'est pas assez intéressant pour arriver à la fin, mais il y a quand même un propos intéressant. Fait que je vais expliquer un peu c'est quoi The Game avant. En fait, as-tu des choses intéressantes sur The Game? À dire en préambule, non. Non, ok. Mais dans le fond, The Game, c'est un riche banquier que c'est sa fête de 48 ans. Puis quand il était jeune, son père, quand il a eu 48 ans, il s'est suicidé. Fait que là, c'est comme s'il faut qu'il passe à travers ça. Puis il a comme essayé de devenir son père, ou c'est comme pas clair. Là. Puis là, pour sa fête de 48 ans, son frère, il offre un jeu. Puis c'est ça. Puis il dit là, fais ce jeu-là, puis ça va changer ta vie, tu vas capoter. Là. Puis le jeu, dans le fond, ça le confronte à tout ce qui est la misère humaine, mettons. Puis lui, c'est un banquier qui se fout un peu de tout, puis tout ce qui compte, c'est son travail puis l'argent. Puis là, ça le confronte à d'autres choses. Puis, comment on pourrait dire, c'est un drôle de jeu. C'est combien de fois que tu plugues drôle de jeu? Beaucoup. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tout le film, c'est que t'es dans le jeu, t'es dans la paranoïa du gars, parce qu'il est comme poursuivi par des gens, puis c'est ça. C'est un peu un genre de Truman Show fucking différent, mais c'est un peu dans le même veine que Truman Show. Ouais, ben, tu sais, c'est un film qui est. Justement, tu sais, il y a un jeu, tu sais, les espèces de jeux organisés par une entreprise qui fait des jeux à grand déploiement, ça coûte genre des milliers de dollars. Puis, tu sais, le personnage principal, c'est joué par qui? Je me souviens même plus, c'est qui? C'est Michael Douglas. Ah oui, c'est ça. Je me souvenais juste qu'il y avait Sean Penn. Sean Penn, son frère. C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, tu sais pas trop c'est quoi le jeu. Le personnage ne sait pas trop c'est quoi le jeu, mais il se retrouve
dans le fond, c'est qu'il se retrouve là, entraîné dans un. Ben, une paranoïa, puis c'est comme plein de gens qui veulent le tuer. Là. Ben, c'est ça, tu as plein d'acteurs ou des gens de son entourage qui font semblant qui jouent un rôle dans le fond, là, puis lui qui est au milieu de tout ça. C'est dans sa vie de tous les jours. On dit ça à la fin ou on dit pas à la fin? Je me souviens même pas c'est quoi la fin. La fin, tu l'as quasiment dit un peu que c'est des acteurs. Tu sais. Mais OK, on va dire la fin, OK? OK, c'est un punch, ça? Mais la fin, OK, on finit ça. Ça finit que toute la merde finit. Puis c'est comme s'il a tué son frère, mais finalement, il essaie de se tuer. Puis là, il se ramasse, puis il est comme dans une soirée, puis tout le monde va le voir, il dit hey, bonne fête, puis c'est genre, c'était ça la fin de l'aventure, puis c'était juste un jeu tout le long, puis ça a juste comme bouleversé, puis le but, dans le fond, c'est de faire voir qu'il n'y a comme pas juste l'argent dans la vie, puis t'as de la misère, puis qu'il faut que tu sois une meilleure personne. C'est un peu cheap, là, c'est ça. La fin m'a laissé sur ma fin. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est pas une fin que tu fais oh shit, c'était juste ça, tu sais. Je veux dire, c'était évident que c'était comme de quoi de ce genre-là, tu sais, c'est comme juste. C'est ça, puis tout le long, tu t'emmerdes parce que c'est un bon thriller, mais on s'en fout un peu de ce qui se passe. Tu fais juste suivre le gars, il est un peu fou, puis c'est ça, mais tu n'es pas trop intéressé par la conclusion, mettons. Ouais, fait que la fin n'est pas assez payante pour ça. Tu sais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose dans l'ambiance à la fin, quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si c'est visuellement aussi dans la musique ou que je n'étais pas sûr que c'était comme vraiment la fin. J'étais comme, OK, est-ce que finalement il y a un autre retournement de situation puis on est encore dans le jeu, genre? Puis non, mais c'est comme, il me semble, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un moment où c'est clair que OK, la révélation est là. À moins que tu veuilles jouer sur cette ambiguïté-là, mais c'est pas le cas du film. Non, c'est ça. Mais en même temps, quand je regarde ça, puis tu regardes ce qui va suivre avec Fight Club, je trouve que ça fait vraiment du sens parce que les thématiques sont semblables. Le visuel est quand même semblable. C'est très, très tout le temps dans le noirceur. Puis ben, comme tous les films de Fincher, quasiment, tu es dans le noirceur, mais le thème aussi des gens qui marchent pas dans ben, qui font mal fonctionner la société, mettons. Là. Un banquier, c'est comme une pourriture là, dans la société. Ben, je m'excuse aux banquiers, là, je veux pas dire que les banquiers, c'est des pourritures. Mais tu sais, c'est un peu quelqu'un qui fait que ça va pas bien dans la vie parce que t'as des gens de même, là, qui penchent à l'argent et qui se foutent un peu des autres. Puis Fight Club va chercher un peu cette vision-là de la société, je trouve. Ça fait du sens un peu. Fait que... Mais Fight Club, c'est vraiment poussé. Je pense que c'est vraiment meilleur aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, mais c'est le propos sur la société capitaliste est vraiment poussé à son maximum. Ouais. Ouais. Fait qu'on peut pas. J'avais juste une dernière chose. Tu trouves que le scénario n'est pas tant intéressant dans The Game. Les deux scénaristes qui ont travaillé là-dessus n'ont pas fait grand-chose d'autre. Hein, puis... Ils ont fait des films de merde, j'ai checké hier. Là. Ben, je pense que le plus gros film qu'ils ont fait après, c'est Terminator 3. Ouais, c'est ça. Ils ont écrit le scénario de Terminator 3, que j'ai pas vu, hein, je l'ai dit tantôt d'ailleurs. Mais, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai checké leur film hier, puis c'était pas des gros films. Fait que... Non. Ben, c'est pas dire que Terminator, c'est pas un gros film, mais je pense pas que c'est un classique. Là, fait que... Non, je pense qu'il est pas mal. Ouais, pas mal considéré dans les Terminator. C'est ça, tu sais, The Game, dans le fond, pour moi, c'est. Je ne sais pas s'ils sont moins bons, mais c'est, mettons, dans ces 3 moins bons. Non, ouais. C'est ça. Avec lesquels on y reviendra. Moi, je sens que celui après Fight Club, tu vas le nommer. Ah, assurément. Puis, ben, moi, mes 3 moins préférés de Fincher, c'est probablement The Game, Panic Room, puis Benjamin Button. Mais en tout cas, on y reviendra. Bon, je pense que je suis assez d'accord. Mais Fight Club, 1999, échec commercial, mais film qui devient culte. Oui. Pourquoi, hein? C'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi je sais pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ben, je sais pas. Okay, pourquoi ça n'a pas marché? Tu le sais pas. Ben, tu sais pas. Des fois, c'est la campagne promotionnelle du film ou c'est le fait que c'est pas un film clair. C'est comme des gens qui se fait ça gueule, je veux dire. Ouais, mais, c'est vrai que si tu mets une bande-annonce que c'est ça, ça marche pas pour dire avec le film, puis c'est vrai que ça donne pas le goût. Là.
Ouais. Mais c'est Mais en tellement même pas temps, ça le le film est film. devenu culte, probablement plus pour ça que pour son aspect anticapitaliste, j'ai l'impression. Ça se peut. J'ai l'impression que tu sais, le nombre de fois que tu vois sur Internet des gens qui disent The first rule of Fight Club is. Puis, Don't tu talk sais, about Fight Club. ouais, puis je sais pas, je trouve pas que c'est un aspect significatif du film. Ouais. Ben, c'est vrai que moi, quand je pense à Fight Club, je pense tout le temps aux deux règles, de comme tu parles pas de Fight Club, puis tu parles pas de Fight Club, tu sais, mais ouais. Mais ouais, mais c'est pas très profond, là. Non, je sais, mais... Mais ouais. Ben, t'allais dire quelque chose? Non, non. Ben, moi, j'ai des notes, là, mais à moi, t'as d'autres choses à dire. Ben, Fight Club, c'est quoi? Tu sais, dans le fond, ben, je sais pas, je dirais peut-être. Ben, tu te dis, c'est quoi l'histoire? L'histoire Ben, tu sais, d'un. c'est un gars blasé qui travaille dans une vie de bureau minable, puis c'est comme si ça le comble pas, puis il est malheureux dans ça, puis là, il fait comme Ah, c'est comme le début de Les Incroyables. Ouais. Mais c'est quoi, t'appelles ça, les clubs qui s'en vont au début, là? C'est comme Euh, c'est pas des clubs d'aide, là, mais ouais, des espèces de groupes de Ah, c'est réunion ça, des gros. de alcooliques C'est anonymes, ça. puis obèses C'est anonymes. ça. Je sais Il pas fait toutes les trop. affaires, mais il se partage toutes les affaires comme ça pour juste comme se sentir bien avec les gens qui sont dans la misère, puis comme partager sa misère avec les autres, même si il s'invente des affaires, tu sais. Puis là, ces rencontres-là, après ça, il va former un fight club avec d'autres gens dedans. Ça devient un peu une secte, puis ça vire à des affaires de terrorisme, là. Mais tu sais aussi, la figure du double dans le film est très présente. Je trouve que c'est un point fort, là, en tout cas. Ouais, ben oui. C'est un petit peu. Non, je dirais pas que. Je sais pas si c'est spoilé de dire que c'est un spoil, mais Tout le monde c'est connaît comme. Fight Club, là. Tout le monde connaît ça. Ben, je sais bien, mais ouais. On peut en parler, là. On en parle, ok, c'est bon. Ouais, Ouais. non, c'est ça, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, c'est un twist. Ben, tu sais, c'est un twist tellement classique qu'il me semble qu'on a vu plein de fois, là, comme que tu as deux personnages que finalement tu apprends que c'est la même personne. C'est comme juste dans sa tête. Là. Tu sais, juste au début, tu le vois avec les. C'est comme des frames là, qui apparaissent de Ouais, Tyler Durden, là, tu sais. des images subliminales. Là. C'est ça qui arrive. Puis tu comprends dès le départ, là. Ben, peut-être, je sais pas. Je l'avais pas compris à l'époque là, dès le départ, là, mais ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, ben, c'est ça, tu sais, ça fait très philosophique à la fin. Ça fait démarche de développement personnel, dans le sens que, tu sais, à la fin, surtout que, tu sais, c'est ça, à la fin, quand là, tu t'en rends compte, puis là, quand il dit au personnage d'Helena Bonham Carter que, tu sais, genre, tu m'as rencontré à un moment vraiment fucked up de ma vie, puis là, c'est comme si, OK, tu sais, ils viennent de traverser une étape, tu sais, tout, puis là, conflit intérieur, puis là, maintenant, il est arrivé à un bout que là, il est apaisé, puis tu sais, ça fait démarche de développement personnel. Mais, euh, mais ouais, non, c'est ça, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, c'est un regard cynique sur la société de consommation, sur l'aliénation, le travail aliénant. Euh, Puis en même temps, tu sais, la solution, c'est comme d'aller se fesser sa gueule pour se sentir vivant. Genre. Puis de poser des bombes, puis. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Comme je disais, ben, tu sais, sur Wikipédia, tu sais, j'ai pas lu des critiques en, en détail, mais tu sais, sur Wikipédia, il disait que genre, le film a été comme qualifié par certains comme d'anarchistes ou de marxistes ou de fascistes. C'est comme toutes les étiquettes différentes. Mais non, mais il y a clairement un propos sur la société de consommation. Ben, c'est ça. C'est un peu si c'est la société qui l'a amené à faire des actes de même, tu sais. Ouais, c'est ça. Qui l'a mené dans sa folie aussi. Mm. Mais ouais, exact. Tu sais, puis c'est drôle parce que je pense que je me souviens plus c'est pour quel film qu'on avait parlé, mais tu sais, on est vraiment dans le contexte là, post-mur de Berlin, post-rideau de fer, là, époque où justement, tu sais, on dit souvent que l'Union soviétique est tombée, puis
les années 90, c'est un peu l'âge d'or de. C'est les États-Unis triomphant, c'est le grand modèle capitaliste qui va se répandre partout dans le monde là, sans limite. Là, c'est comme avant qu'arrive tout le terrorisme et tous les problèmes beaucoup plus complexes que la guerre froide, finalement. Mais c'était l'époque, c'est ça, où comme le système économique, la puissance mondiale qui était rendue seule, qui triomphait partout. Puis justement, ben là, tu as les cracks qui apparaissent justement au sein de la société, comme tu as de plus en plus de critiques envers ce modèle-là. Là. Beaucoup de films américains là, très populaires. Là, je veux dire, je pense que j'avais parlé de Truman Show, bon, qui parle surtout, mettons, de télé-réalité et tout, mais justement, ça parle de société de consommation. American Beauty, qui parle d'aliénation beaucoup. Matrix, qui, évidemment, c'est l'aliénation. C'est les humains qui sont branchés aux machines, puis qui pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils vivent dans un monde fictif là, créé pour les contrôler. Fait que bon, c'est tous ces films-là qui sortent à cette époque-là pour justement remettre en cause cette société-là dont il n'y a plus d'issue, parce que c'est supposé être le monde parfait maintenant que le rideau de fer est tombé, puis ben, ça l'est pas. Fait que c'est ça, c'est dans ce contexte-là que Fight Club sort, puis que justement, tu as ce personnage-là complètement désabusé qui, pour se sentir vivant, mais se retrouve à fonder un club de combat dans des sous-sols. Moi, je pense que ma scène préférée dans le film, c'est quand il va faire comme du chantage à son boss. Ah oui, c'est Ouais, ça, génial. c'est génial. Oui. Ah non, c'est parfait. T'as aussi, mais tu sais, as le contraste entre justement son condo parfait dont je parlais tantôt, tout, où ce que tu as tout détaillé, là, le prix puis la marque de tous les objets là, qui sont les meubles puis tout ça. Le condo qui explose à cause d'une fuite de gaz. Qui finalement, tu apprends qu'il y a lui, je pense que c'est lui-même qui l'a provoqué. Ouais. Ça part rebelle de lui qui l'a provoqué. Puis là, il se retrouve dans une maison. Tu sais, quand on parlait de décor crade, là, il se retrouve dans une maison dégueulasse. Là. C'est tellement avec des rats, puis comme des trous dans le plancher, puis de la moisissure partout, puis l'eau qui coule. Tu sais, comme je te disais, quand tu regardes, mettons, The Game par rapport à ce film-là, The Game fait vraiment du sens. Puis Fight Club, c'est un peu comme The Game, mais sur les stéroïdes, puis genre 100 fois meilleur. Tu es dans la paranoïa du personnage, t'as une fin avec un punch, puis je me sais plus où je voulais aller, mais en tout cas, je trouve que Ça fait juste 2 points, là, tu m'as pas convaincu, Benjamin. Mais moi, je trouve, tu sais, surtout, je l'ai regardé hier, fait que ça m'a comme flashé. Là. Ouais. C'est ça. Je trouve que c'est comme la même chose, c'est le même film, mais comme 10 fois meilleur. Plus exploité peut-être dans ses thèmes, mais les thèmes se ressemblent aussi. Ouais, puis on sort de. Ça me gâche, je dis tout le temps que le message du film, c'est pas tant important, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps juste de ça que je parle. Mais, mais tu sais, si on revient au propos, tu sais, t'as The Game qui est très. Qui parle beaucoup de. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, juste une mauvaise personne qui se rend compte que ce qu'il fait n'est pas super bien. Puis là, ben là c'est plus profond. Ça vient comme, au lieu de dire ah, telle personne est méchante, ben là, ça vient comme au fondement de toute la société, comme, ce qui ne fonctionne pas, tout ça. Là, puis que c'est pas manichéen dans le sens que tout ce que fait le personnage dans Fight Club, c'est pas nécessairement tout très bien. Non, c'est ça. Que, mais quand même, tu prends quand même son bord pareil, même s'il fait des affaires dégueulasses, tu prends. c'est facile de prendre son bord. Là. Ouais, ben, tu prends le bord de. Tu prends le bord d'Edward Norton. Ah, c'est ça. En pas terre de lune. Pas correct, lui. Pas correct. Mais c'est ça. Non, tout ce que fait. Ouais, non, c'est très facile d'être du bord d'Edward Norton. Je dis. Mais il fait pas des choses si mauvaises que ça. À part être désagréable avec certaines personnes. Ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que j'avais écrit?
Ouais, ben c'est ça, c'est un gros punch à la fin, même si on l'a révélé. Euh, c'est ça, pas grand-chose à dire dessus. C'est copié sur. Ça paraît qu'il a lu Le Passager de Patrick Sénécal. Tu sais, Fight Club, c'est un roman à base, hein? Je sais pas si tu sais. Il me Ouais, semble, c'est là. Ouais, vrai. c'est ça. Vraiment de Chuck Palahniuk. C'est celui qui a fait la photo, c'est Jeff Cronenweth, qui est aussi le directeur Il en a fait. photo de la trilogie. Ouais, c'est ça, il en a fait d'autres, hein, c'est ça. Il a fait juste la trilogie. Celui-là. C'est qui la photo de Zodiac? On y reviendra, là, mais c'est-tu. Tu noté? C'est celui, le même que The Game. C'est. Chris Savides? Ouais, Ok, c'est ça. Harris Savides. Qu'est-ce qu'il a fait à part de ça? Il fait des films de Sofia Coppola. Ou je sais pas s'il fait encore ses films, mais il faisait ses premiers, genre Virgin Suicide pis tout, là. En même temps, j'avais noté tantôt. The Game, photo. Ah, ben, ouais, ben, Somewhere de Bling Ring, c'est lui aussi. Elephant aussi, Ok. de Gus Van Sant. Tu as-tu vu Elephant? Oui, très bon. Bon. Très bon. Ok. C'est ça. Il me semble que je voulais dire une dernière chose sur Fight Club. Ah oui, ben, la fin est tellement jouissive, là. Puis, tu sais, Ouais. ça transforme le film en espèce d'utopie. C'est un bel oxymore que j'ai écrit, là. Une utopie cynique. C'est un petit peu opposé, là. Mais tu sais, c'est comme le film est tellement cynique, mais la fin, c'est tellement. C'est utopique dans le sens que c'est génial, t'es avec la femme que t'aimes, le building il explose, puis c'est comme symboliquement, c'est comme la société capitaliste qui s'effondre, même si dans les faits, c'est pas ça qui va changer grand-chose, là. Mais tu sais, t'as le symbole qui est là avec la musique des Pixies, qui est extraordinaire. C'est extrêmement jouissif, là. C'est comme une jouissance naïve parce que la solution est beaucoup plus simple que les problèmes soulevés. Mais non, c'est vraiment génial. Ouais, très bon film, Fight Club. Fait que c'est tout. En 2002. 2002, son plus grand chef-d'œuvre, je pense, je trouve. C'est peut-être son moins bon ou Benjamin Button est moins bon que ça, je sais pas, mais en tout cas. Ben, c'est un thriller sympathique. Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que c'est un film qui est plus modeste, qui est. Je pense que Fight Club, c'est un film qui a beaucoup de lieux, puis qui a beaucoup de grands déploiements un peu, là. Puis je pense que son but, c'était de faire un film avec peu de lieux, puis plus facile aussi, moins fatigant, là, tu sais. Mais j'ai lu que c'était un film de commande, là, que tu Ah sais, ouais? il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait après l'échec de Fight Club. Puis, Ah. c'est ça, c'est pas lui qui a lancé le projet. C'est un film qui. C'est pas un mauvais film, là, tu sais. Panic Room, c'est Non, quand même non, intéressant, c'est très bon. sauf que, tu sais, Je trouve que c'est un très bon film. Mais c'est ça, pas. c'est ordinaire, tu sais. Bon, c'est très bon, mais c'est pas ça qui ressort quand tu penses à Fincher, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est un thriller efficace. C'est ça. Sans plus. Sans plus. Il y a un aspect très huis clos dans le film. Ben, c'est un huis clos. C'est un huis Ouais. clos dans un huis clos en plus, tu sais. Ben, c'est ça. C'est que Ouais. c'est que justement, tu sais, t'as une scène, t'as une pièce de panique, mais tu sais, le huis clos, il n'est pas dans la panic room. Comme, Quasiment. ben, tu vois beaucoup le Ouais, reste de la maison aussi, quand même, c'est ça. avec Jared Leto. Fait que c'est ça. Tu expliqué c'est quoi le film? Ben, c'est Kristen Stewart qui se retrouve. C'est son premier film avec Kristen Stewart? Je pense que oui. Ouais. Fait que t'es jeune. C'est Jodie Foster, sa mère, je me Ouais, souviens. ouais. Ok, ok. C'est bon. Ok, c'est ça. Jodie Foster et Kristen Stewart qui se retrouvent enfermés ben, ils ont comme une pièce là, de sécurité dans leur maison. Ben, c'est pas c'est leur nouvelle maison. Ils viennent comme juste d'aménager. Je Ouais. pense qu'ils n'ont même pas encore vraiment aménagé. Donc, ça se peut-tu, elle est comme pas meublée. Ou je me trompe. Non, il me semble qu'ils sont emménagés, sauf que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Puis justement, ceux qui étaient là avant, ils avaient caché quelque chose dans la Panic Room.
Fait que là, ils font combien d'invasions de domicile pour venir chercher ce qu'ils voulaient. Sauf que là, vu qu'ils font l'invasion de domicile, ils se cachent dans la panic room pour se protéger. Mais là, ils sont comme, ben, on va aller là, puis on veut juste vous sacrer la paix, c'est tout. Là. Puis là, ça finit en couille. Là, tu sais. C'est un peu Ouais, ça. c'est ça. Par le scénariste de Jurassic Park. Ah ouais. Puis, ben des films de Palma, je crois. Ouais, il a fait des films de Spielberg, de Palma, de voyons, le, le Roux, là. Le roux. Le réalisateur Roux euh, Solo, puis Ron Howard. voilà, Ron Howard. C'est ça. Genre, ces films sur de Dan Brown. Là. Il a écrit pas mal de scénarios là-dedans. Euh, c'est ça, tu sais, c'est très efficace, comme je disais. J'ai ça, j'ai écrit son moins bon en point d'interrogation. J'ai pas grand-chose à ajouter d'autre que tu as dit. Là. Ça fonctionne bien. Ben, tu sais, je trouve que, tu sais, comme toutes les huit clous, je trouve que c'est intéressant. C'est une étude de personnage aussi, comment que les gens interagissent entre eux, puis qu'ils commencent à se Mhm. chicaner, Marie, qu'au départ, c'est un peu des amis ou des alliés, mettons. Mhm. Puis ça, Ouais, puis tu as toute la relation, évidemment, mère-fille ouais, qui se développe tu sais, à travers. Évidemment qu'il y a du conflit, puis ben, au début, il me semble qu'ils ne s'entendent pas bien. Puis, ça se peut, ça se peut. Je me souviens c'est pas. elle c'est sûr, qui n'est pas contente avec sa mère. Puis évidemment, ben, l'épreuve va les rapprocher. Là. C'est une espèce de arc classé. Mais, Tu sais, ça finit en couille que plein de gens qui meurent, là. C'est quand même hot, là, mais tu sais, c'est un film qu'on oublie, je pense. Même si c'est pas mauvais, là. Tu sais, non. je sais que Dom Massy est vraiment fâché après un monsieur de la presse parce que le gars de la presse il avait détruit le film. Puis il était comme c'était pas mauvais, celui-là. Puis genre, ça mérite pas de se faire détruire, mais je comprends. Ben, c'est sûr, c'est quand même pas. Tu sais, c'est sûr, si tu vois Panic Room avoir 2 étoiles, puis tu vois Shang-Chi avoir 3 étoiles et demie, c'est un petit peu absurde. Mais aussi, tu sais, je parle J'ai pas de. vu Shang-Chi. Je faisais juste une extrapolation à partir de la qualité générale des films de Marvel. Il paraît que c'est bon, Mais, Shang-Chi. mais il paraît qu'ils sont tous bons. Il paraît que. Ouais. C'est ça, si t'écoutes juste Joe parler, toutes les Marvel sont bons. Ouais. En tout cas. Mais je trouve aussi visuellement, ça marche avec David Fincher. Tu sais, c'est sombre. C'est toujours sombre. Là, tous ces films sont sombres. T'es dans la noirceur. Puis Ouais, ça se c'est ça. passe de Tu sais. nuit. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, avec la pièce de panique, évidemment, pas de fenêtre, c'est très éclairage électrique artificiel, très froid. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un succès commercial. Ce qui Ah, ok. Ok. Moi, il a pu faire d'autres films après qui étaient bons. Fait que c'est correct. hum. Il était supposé réaliser Mission Impossible 3. Ouais, puis il a choisi Panic Room à la place, c'est ça. Hein? Non, je pense que c'était après. Ben, Mission Impossible 3 est sorti en 2005, finalement. Ouais, Fait ouais. que- Ah, ouais. mais c'est ça, ben, il y a eu des accords créatifs, là, comme souvent quand tu as un gros réalisateur qui veut réaliser un film d'une grande franchise. Puis finalement, évidemment, celui qui s'est retrouvé à faire le film Mission Impossible 3, c'est le Yes Man le plus célèbre des dernières années. Howard? Non, je pense à J.J. Abrams, Ah, ok. Ok. qui est, Excellent. qui, ben, tu sais, Yes Man. Tu sais, il est tous ses producteurs, il a beaucoup de pouvoir quand même, mais tu sais, il fait. Il fait des bons S'il films, fait pareil. ce qu'il veut, c'est pas toujours pertinent. Ben, tu sais, ces Star Wars sont. Ben, tu vas me dire que le 9 était pas bon, mais le Star Wars 7 était bon. Puis moi, j'avais aimé le 9 aussi. Star Trek, c'est bon. Star Super Trek, 8. Super 8, c'était bon. Là. Super 8, c'est correct. Non, Star Trek, le premier, c'est excellent. Là. Into Darkness, ça fait dur. Là, mais, ouais, non, mais non, c'est vrai. C'est surtout Star Wars 9 qui me frustre. Là. Comme, tu viens détruire tout ce que le 8 a essayé de faire. Puis
Puis tu ramènes Palpatine, puis tu fais Reviens sur Fincher. Non, mais tu sais, Star Wars 9, là, puis ben, de toute façon, anyway, moi je dis, c'est pas ça qui me dérange le plus dans Star Wars 9. Pour moi, c'est le rythme du film que je trouve beaucoup trop rapide, puis que tu n'as aucunement le temps de ressentir quoi que ce soit. C'est juste, tu sautes d'une planète à l'autre, puis... Reviens à Fincher. Reviens à Fincher. Fait qu'en 2007, 5 ans plus tard, il sort Zodiac. Excellent, les Zodiac. C'est pas son meilleur, là, mais c'est dans mes préférés, Zodiac. C'est tellement bon. Là. Ben, Zodiac, c'est spécial. Ça fait beaucoup penser à Seven parce que c'est des détectives qui recherchent un tueur en série. C'est un tueur en série dans Zodiac. Mais le Zodiac, c'est un tueur en série. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est une histoire vraie, mais bon. Ouais. Moi, je connais pas les histoires de faits divers quand même. Mais c'est ça, tu sais, ça fait beaucoup penser à Seven, mais comme si c'était, certains pourraient dire plus mature, comme un réalisateur qui est à un stade plus mature de sa carrière, mais c'est aussi plus réaliste. Dans le sens que tout est plus laborieux, l'enquête elle avance plus difficilement que dans Seven. Bon, les crimes sont moins spectaculaires que dans Seven aussi. Mais différent. Ouais, c'est différent de Seven pareil. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais la façon que le film est construit, c'est complètement différent. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça que je te dis, c'est un petit peu comme la même. C'est comme si tu prenais une histoire. Tu as l'histoire de Seven, qui est un thriller justement où des détectives essaient de retrouver un tueur en série. Puis là, tu le fais de façon comme si tu es un cinéaste plus mature, puis tu fais quelque chose de plus réaliste, de plus ancré dans la réalité, puis justement que tout est plus laborieux, l'enquête avance pas aussi vite, puis clairement, la fin, la résolution est moins éclatante. Il y a pas vraiment de résolution, en fait. Là. Le crime est comme... Il n'a jamais été résolu. On sait à peu près c'est qui, là, mais... C'est ça, mais tu as un doute, là, puis justement, c'est une histoire vraie, fait tu peux pas... La réalité, c'est qu'on ne le sait pas, là, même si le film suggère quelque chose, est-ce que c'est ça, je ne sais pas, puis on ne le saura jamais. C'est ça parce que le gars, il est mort. Fait que le gars que ça serait lui, il est mort. Fait que... En tout cas. Mais tu sais, le film aussi, la structure du scénario est vraiment bizarre. Parce que t'as comme pas vraiment de personnage principal, à part, mettons, tu comptes le Zodiac, mais en même temps, on sait pas c'est qui le Zodiac, fait que ça peut pas être ton personnage principal, tu sais. Parce que, tu sais, au départ, l'enquête se passe autour de Robert Downey Jr., qui est comme un détective, puis qu'à un moment donné, il est comme blasé, puis il dit fuck off, on arrête tout, puis ça sert à rien, tu sais. Là, c'est un journaliste qui va reprendre, c'est un illustrateur de journaliste, c'est Jake Gyllenhaal qui va reprendre ça, puis je trouve le point fort, je pense, c'est Jake Gyllenhaal, parce que tu sens qu'il est comme passionné, puis il est un peu dans le psychose aussi par rapport à ça. Là. Puis il va venir enquêter pour essayer de trouver c'est qui le Zodiac, puis c'est comme si ça fuck sa vie, puis c'est comme trop fort dans lui, puis il faut qu'il fasse ça, puis tout le reste de sa vie compte plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais de Prisoners tantôt. Ouais. Zodiac et Prisoners, je pense que c'est des films qui... Ça ressemble. Je me demande même s'il n'y a pas des scènes que j'interchange entre les deux, puis je ne sais plus c'est dans quel film, mais ça ressemble quand même. Mais, ouais. Mais c'est ça, Zodiac, c'est... C'est ça, c'est un film plus groundé, plus réaliste, puis... Je sais pas si tu te souviens de la scène où est-ce que t'as Jake Gyllenhaal qui se ramasse dans une maison puis qui pense qu'il est dans la maison du Zodiac puis il se met à capoter. Là. Cette scène est absolument incroyable. Le thrill que t'as quand tu vois ça, c'est malade. Là. Je me rends compte que la majorité des films, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus. Revois le Zodiac, c'est tellement bon. Là. Ouais, non, c'est bon. C'est drôle parce que c'est Robert Downey Jr., c'était avant... Juste avant Iron Man, c'est ça. C'était avant... l'explosion de sa popularité, son retour en grâce. Mais ouais, non, c'est vraiment un bon film. Puis aussi que j'ai noté. Deux acteurs solides. Ouais. Puis ce que j'ai noté, c'est que quand tu vois les scènes du Zodiac qui tue les gens, là, tu t'en souviens-tu? Non. C'est comme des scènes. On dirait que ça détonne vraiment du reste du film. Puis c'est comme des courts-métrages en soi. Puis c'est vraiment bien fait, c'est vraiment fou les scènes que tu vois. Là.
c'est trash, sauf que ça n'a comme pas rapport, puis c'est juste comme des petites scénettes que tu pourrais détacher, puis que visuellement, ça ressemble pas au reste du film, puis c'est ça. C'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment beau. Cool. C'est ça. Et aussi, j'ai remarqué, c'est que c'est probablement le début de sa période où ben, tu disais, il est plus mature, puis je trouve qu'il maîtrise vraiment, vraiment ce qu'il fait. Puis tout ce qui va suivre après, mettons, Benjamin Button, j'aime moins, mais les 3 films après ça, tu sens qu'il est dans les mains d'un maître. Là, puis Ouais. t'es manipulé par ce gars-là, puis c'était carré. Mais c'est vrai, on dirait que après Panic Room, qui était plus un petit film sans trop d'ambition, là, avec Zodiac, là, tu le sens vraiment en contrôle, tu sens qu'il s'en va ailleurs. Puis que... Ouais. Le style visuel, encore, c'est sombre, mais ça ressemble pas mal aussi à, mettons, Dragon Tattoo, puis Gone Girl, toute cette affaire-là. Dans le gris un peu, puis c'est lettre. Puis... Ouais, ça commence à. C'est les prémices de la trilogie. Ouais, exactement. Vraiment. Vraiment. Fait que c'est ça. C'est autre chose à dire sur Zodiac. Là. Sur Zodiac, non. Je m'en souviens pas assez pour ça. Ouais, moi, je le conseille à tout le monde. C'est un film qui est assez long, je pense. Hein. Moi, je pense que chez nous, j'ai la version Extended Cut, là, qui est genre 2h50, là, mais c'est à peu près 2h40 peut-être le film. C'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Ça s'écoute bien, puis en tout cas. Excellent film de true... Ben, pas true crime, là, mais en tout cas, un thriller policier un peu. Là. C'est ça. C'est bon. Ben, c'est sûr que si votre passion dans la vie, c'est les histoires de crimes et de meurtres non résolus, ben, foncez encore plus le regarder. C'est ça. Ben, pour n'importe qui, c'est fucking excellent ce film. Ben, c'est vraiment excellent. Okay, excellent. Ensuite, 2008. L'étrange histoire de Benjamin Bouton. Qui est un ovni, pour être dans le film. Ben, à part Mank, là, ça a changé, mais il y a des raisons pour ça. Là, mais c'est un ovni par rapport à tout ce qu'il a fait le reste. Ça ressemble à rien ce qu'il a fait. Là, au niveau de l'histoire, au niveau du style, ça ressemble pas à tout. Puis moi, personnellement, je l'aime pas tant, Benjamin Button. Je trouve que c'est long. Là. Ouais, non, je l'ai revu récemment. Je l'avais juste vu au moment de sa sortie. Enfin, ce qui en fait le premier film de Fincher que j'ai vu de ma vie. D'après ce que j'ai compris. Mais ouais, non, ben, j'ai pris plein de notes là, au moment où je l'ai vu. J'ai juste 2 pages complètes. Non, une page et demie quand même. Mais c'est. Ben, c'est bon. Mais je me souviens qu'à l'époque, il avait beaucoup fait parler de lui parce que ben, là, l'histoire, quelqu'un qui rajeunit comme ça. Puis tout ça puis aussi beaucoup le maquillage puis effets spéciaux sur Brad Pitt, là, qui est d'ailleurs beaucoup plus réussi que genre Robert De Niro dans The Irishman. C'est pas la même technologie qui est utilisée, clairement, mais il aurait pu rester à quelque chose de plus proche de Benjamin Button parce que ça fonctionnait mieux. Mais c'est ça, tu vois Brad Pitt plus vieux puis plus jeune actuellement, que le moment où le film a été tourné. C'est ça, film avec Brad Pitt, avec Taraji P. Henson, avec Mahershala Ali. Il y a Elle Fanning qui joue dedans. Ouais. Il a joué la jeune Kate Blanchett, hein, c'est ça? Ouais, la jeune Kate Blanchett. Je n'ai pas nommé Kate Blanchett. J'ai juste écrit les noms des acteurs moins importants. Mais ouais, non, c'est ça. C'est une espèce. Quand j'ai regardé, j'ai l'impression que le film, il aurait pu être meilleur ou il ne parvenait pas à être ce qu'il aurait, je sais pas si ce qu'il aurait voulu être ou ce qu'il aurait pu être, du moins. Comme, pour moi, ce film-là, c'est comme une espèce de grande histoire d'amour épique sur papier. Comme dans les faits, ça ne marche pas tant, je sais pas. C'est ça, c'est un beau film quand même, mais ça aurait pu être plus touchant que celui-là. Moi, je trouve que c'est un genre de Big Fish en moins bon. Ben c'est ça que j'ai. C'est ce que j'ai noté ça. Ça fait penser. C'est un film qui en rappelle d'autres. Comme tu nommes Big Fish, puis en plus, ouais, le parallèle avec Big Fish est d'autant plus évident que tu vois l'alternance entre la personne qui raconte l'histoire dans un décor plus réaliste, plus froid, mettons, puis les événements du passé qui sont plus colorés, puis
plus, Ouais. c'est plus extraordinaire, là, justement, parce que t'es dans Plus la froideur fantaisiste. d'une chambre d'hôpital, puis avec Katrina qui arrive à Nouvelle-Orléans, puis, puis là, tu as les souvenirs justement plus colorés où tu racontes l'histoire de. On pourrait quasiment dire que c'est vraiment vrai, cette histoire-là, parce que c'est ça. Elle raconte, elle, sur son lit de mort, puis elle raconte l'histoire d'un gars qui rajeunit. T'sais. Mais c'est ça. Sauf que justement, on dirait que comme si c'était Fincher, puis Fincher, il en a rien à foutre de se laisser aller dans la folie puis le fantastique. C'est comme s'il se retenait, puis le film reste réaliste tout au long, puis qu'il aurait peut-être gagné à l'être moins, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, ah oui, puis tout le début, l'histoire de l'horloge aussi, là, euh, tout, ça parle de l'horloge qui remonte le temps, là, qui tourne à l'envers. Là, c'est tout le lien avec le personnage. Puis, de la façon que c'est raconté, je me suis dit, ah, ça fait vraiment Tim Burton comme genre type d'histoire, type de synopsis. Puis ça m'a amené durant tout le film à me demander comment est-ce que Tim Burton aurait fait ça. Puis, ça aurait quasiment été. Ça aurait peut-être été meilleur. Il a fait Big Fish pour faire ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il a déjà fait Big Fish. Mais quand même, tu prends la même histoire, mais tu mets Tim Burton, ça aurait eu des trucs intéressants. Ça me fait penser un peu aussi à un genre d'histoire à la Forrest Gump, là, où ce que tu vvis un peu Oui, mais l'histoire. c'est le même scénariste. Ah oui, ok. Ouais. C'est ça, tu as l'histoire, dans Forrest Gump, tu as l'histoire américaine des années C'est ça. du milieu du 20e siècle, mettons, en parallèle avec la deuxième moitié du 20e siècle, en parallèle avec l'histoire du personnage. Là. Puis dans ce cas-ci, tu as ça aussi, mais là, c'est quand même moins présent. Puis c'est plus l'histoire de la Nouvelle-Orléans, mettons. Mais oui, c'est le même. Puis tu as la même histoire justement qui s'étale sur plusieurs années, que tu suis un personnage qui vieillit, même si dans ce cas-ci, il vieillit, mais il rajeunit en même temps. Mais, bon. Aussi, j'ai noté que c'est le retour en force de Brad Pitt et Kate Blanchett après Babel, là, qui était excellent, Babel, là, qui était bon ensemble. C'est 2 ans après. C'était pas long, c'est ça, c'était pas longtemps après. Ouais, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Babel. Très bon, hein. Inarritu. Alejandro González Inarritu. Je sais que Raphaël Ouellet, il déteste Inarritu, profondément. Il dit que c'est un bourgeois. En tout cas, je sais pas trop, mais en tout cas, il l'haït. Pas grand-chose à dire. Moi, ce qui me gosse, c'est que j'avais vraiment beaucoup aimé Le Revenant quand je l'avais vu au cinéma. J'ai vraiment été déçu quand je l'ai revu. Ok, on s'étend dessus le Revenant, on s'étend pas. Ok, je peux dire Le Revenant, moi, c'est parce que le Revenant, c'est un show visuel, puis c'est tout. Là, l'histoire est nulle à chier. Là. Puis c'est pas intéressant. Ouais, c'est un peu comme ça que je l'avais vu la première fois que je l'avais vu, mais j'avais quand même vraiment aimé ça. Là. Comme pour moi, c'était. Tu sais, je l'avais vu comme une espèce de blockbuster, une espèce de film d'action, mais vraiment réaliste, puis comme spectaculaire dans son réalisme. C'est très immersif, en fait, là, surtout. Euh, Puis quand je l'ai revu, ben, je sais pas, on dirait que je me suis pas autant senti immergé, puis j'ai pas trouvé ça aussi impressionnant ou je me suis emmerdé, là. C'est comme l'histoire du personnage m'intéressait pas, là. Son espèce de quête de vengeance, puis tout son parcours à travers la nature m'a un peu laissé indifférent au deuxième visionnement, là. Je ne pourrais pas 100% l'expliquer, là, mais je pense que je t'avais dit, je me demande si c'est pas parce que il y a eu beaucoup de films dans ce style-là, un peu, là, par après, là, des espèces de films, on peut dire immersifs ou faussement immersifs. Là, je ne sais pas si ça nous fait vraiment ressentir une vraie réalité, là, mais des films comme Dunkirk, que je n'ai peut-être pas aimé non plus, là, mais ou un film comme 1917, qui sont des films qui
qui ont un petit peu une même approche réaliste, puis comme réaliste mais spectaculaire en même temps. Là. Fait que pas nécessairement de temps réaliste, mais qui donne une illusion là, que tu es plongé un petit peu au milieu d'événements qui se passent dramatiques, puis spectaculaires, puis beaucoup d'action, tout ça. Fait que je sais pas si justement d'avoir vu un film comme 1917 qui est probablement plus réussi d'un point de vue il est plus intéressant à regarder. Le scénario aussi, je trouve qu'il est plus intéressant. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas si ça fait en sorte qu'après mon deuxième visionnement du Revenant, ben là, ça me beaucoup moins marqué. Mais... Ouais, en tout cas. Pourquoi on parle de ça? Depuis tantôt, tu es comme non, on parle pas de ça, reviens à Fincher, reviens à Fincher. Puis là, le Revenant, c'est important que tu en parles. Parce que j'aime ça dire des films que j'aime pas pour détruire. Oui. Okay. Bon. Mais c'est ça, j'avais noté, c'est Benjamin Button. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé sur le Revenant? À cause de Babel, Kate Blanchett, Brad Pitt. Ah, ok, c'était juste ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est Birdman puis Babel, c'est mes deux préférés. C'est ça. C'est la mise en scène qui est vraiment bien précise, calculée là, à la Fincher. C'est ça. Une belle photo quand même. J'ai remarqué que la photo était jolie. Ça tranche un petit peu. Il y a beaucoup de choses dans ce film-là qui tranchent avec ce que Fincher fait d'habitude, même si ça reste du Fincher, puis on le dit, mais c'est la seule fois qu'il a travaillé avec Claudio Miranda à la photo. C'est une commande de Benjamin Button ou pas? Je sais pas. Je pense pas que c'est lui qui a parti le projet. Ben après, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Ben c'est sûr, je pense pas que c'est lui qui a des idées nécessairement. C'est sûr que c'est pas lui qui est arrivé qui a fait Hey, si on faisait une histoire là. Mais si tu as adapté quelque chose ou c'est un scénario original, Ah, je sais pas. Mais je peux aller vérifier, ouais. Pardon. C'est le directeur photo de Life of Pi, entre autres. De Anneli. Ah, c'est ça, c'est une nouvelle de F. Scott Fitzgerald en 1922. Ben oui, mais ça a comme quasiment pas rapport. Okay. Comme le film a pratiquement pas rapport avec la nouvelle. Ça, c'est le genre de cas que tu as une idée comme ben, soit que tu lis la nouvelle et tu te dis Ah, ça me donne une idée qu'on pourrait faire ça à la place, ou c'est genre tu as une idée de quelqu'un qui rajeunit puis tu te dis fuck, est-ce que ça. Il me semble que c'est une histoire qui s'est déjà faite. Là, tu te rends compte, ah oui, ben F. Scott Fitzgerald, il a fait de quoi là-dessus? OK, ben on va acheter les droits, comme ça, on n'aura pas de problème. Genre. Ben, je suis en train de lire que c'est un gars qui a acheté les droits vers 1985, puis qui essaie de le faire avec plein de réalisateurs, puis aussi genre Spielberg, je sais pas trop. Ah ouais? Puis ça n'a jamais marché jusqu'à Fincher. En tout cas, incroyable. Je pense que ça ne ressemble pas beaucoup. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai noté, on parlait de Tim Burton tantôt, mais tu sais, ce scénario-là aurait pu donner de quoi d'intéressant aussi avec genre Jean-Pierre Jeunet ou. Ah oui, vraiment. Genre Albert Dupontel, j'imagine, même si j'ai pas vu ces films. Si tu regardes juste. De quoi ça a l'air, ces films. Mais ben d'ailleurs, tu sais, toute la scène de la. Je sais pas si tu t'en souviens, mais quand Daisy c'est Kate Blanchett, j'imagine. Je relis mes notes d'il y a 3 mois. Mais toute la scène de son accident de voiture là, qui dit ça aurait pu être différemment, quelque chose comme ça. Tu as comme toute la narration précise, heure par heure ou minute par minute de ce qui se passe, puis les choses qui disent si ça s'était passé différemment, est-ce que ça serait arrivé, quelque chose comme ça. C'est vraiment un style très Amélie Poulain ou c'est l'espèce de narration comme ça qui rappelle un film justement comme Amélie Poulain. Sans que ce soit une référence que je ne connaisse pas, mais ça m'apparaissait quasiment comme une espèce de plagiat de ce style-là. Je sais que c'est juste pas le style de Fincher, puis c'était pas le bon réalisateur pour ça. J'imagine que ça aurait pu être vraiment très bon, en tout cas. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'était pas. C'est pas mauvais, là. C'était pas mauvais. Mais ouais, ça aurait sûrement été meilleur par quelqu'un d'autre.
Pas n'importe qui, mais ceux qu'on a cités. As-tu d'autres choses à dire sur Benjamin Button? Non. Là, on rentre dans le crunchy, genre l'élite, là. La trilogie. La trilogie élite. La crème de l'élite. The Social Network, qui est 2010. Scénario d'Aaron Sorkin, qui est peut-être dans les meilleurs scénaristes qui existent aujourd'hui, Aaron Sorkin. Des bons dialogues. C'est un film dans le style visuel, c'est du David Fincher, genre tout craché, mais le genre de film est fucking différent. C'est loin de ce que Fincher fait habituellement, mais ça reste du Fincher. Mais ça reste du Fincher pareil, tu sais. C'est ça qui est fou. C'est ça que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est que c'est ça. C'est du David Fincher sans être du David Fincher, tu sais. Ce que je trouve fou, c'est que sur papier, je sais pas, c'est pas une histoire qui est tant intéressante ou qui donne envie de le regarder. Je veux dire, l'histoire de Mark Zuckerberg, je veux dire, j'en ai un petit peu rien à foutre là, dans ma vie. Là. Mais tu vois-tu, ça marche avec Fight Club puis ce qu'il faisait avant. C'était un peu glorifier ce gars-là, mais en même temps, tu vois que c'est une merde puis qu'il est tout seul puis il n'y a rien. Là, ben, c'est ça, c'est très cynique. Là, encore une fois. C'est ce personnage-là. C'est le Mark Zuckerberg. J'ai aucune idée à quel point si ça a rapport avec le vrai Mark Zuckerberg. Là. Ben, je veux dire, les événements, oui, mais au niveau de la personnalité ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Mais c'est ça, le personnage, là, du moins dans le film, c'est vraiment là, c'est l'espèce de figure du génie qui devient super puissant, puis qui redéfinit un petit peu les codes. C'est un genre de Citizen Kane aussi. Ouais. C'est le même pattern de personnage. Mais c'est ça, mais c'est aussi l'espèce de génie génération Y là, qui est très ancré dans notre époque, là, mais que c'est ça qui se retrouve là, devenir le plus jeune milliardaire de l'histoire, puis tu suis tout son parcours, puis t'es toujours avec lui, mais tu le sais que c'est toutes des crosses qu'il fait tout le long, genre. Puis là, à la fin, ben là, tu le vois qui est comme l'espèce de fin de sa mère, que c'est comme le triomphe, puis avec la musique, genre, super joyeuse, puis mais dans le fond, le vide lui, total, il fait juste genre, il fait juste cliquer sur F5 pour voir si son ex qui regrette si elle a accepté sa demande d'amis. Ouais. D'ailleurs, parlant de son ex, la scène d'ouverture, c'est une des meilleures scènes d'ouverture qui existent au monde. C'est absolument incroyable. Les dialogues de. C'est comme la musique, là. C'est de la musique aux oreilles quand il parle, puis c'est comme des petits échanges de même. Aaron Sorkin, quand il parle au restaurant avec Rooney Mara, puis qu'il a dit que c'est un trou de cul, puis je fais jamais rien que toi. T'sais. Tout ça a créé. Ben, je sais pas dans la rue si ça a créé Facebook à cause de ça, ou c'est sûr que c'est un point dramatique intéressant dans le film, là, mais. Je pense que ça sert à rien de faire des spéculations sur la vraie vie, là, mais en tout cas, c'est vraiment. Dans le film, c'est comme le point de bascule central. C'est cette scène d'ouverture qui est déstabilisante au début, quand tu t'attends pas à ce que. Quand t'es pas préparé que c'est un film scénarisé par Aaron Sorkin, que ça va parler en tabarnak. Là, mais... Ouais. Mais ouais. Puis pour moi, ce film-là s'est fait voler l'Oscar du meilleur film. C'était le Discours du roi qui a gagné cette année-là. Puis comme le Discours du roi, c'était pas tellement bon. Ouais, le Discours du roi, c'est tellement un film à Oscar. Ouais, c'est tellement c'est l'espèce d'archétype du film Oscar. Des performances solennelles de grands acteurs britanniques, puis ça se passe dans la famille royale, puis ça mêle la petite histoire, l'intime, les faiblesses d'un personnage censé être parfait, genre le roi qui bégaye, puis qui est angoissé par tout, puis qui n'était pas supposé devenir roi, puis qui devient roi. Puis là, c'est mêlé à la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui commence, puis il faut galvaniser les troupes. Tout ça en exagérant en masse le pouvoir. Tu sais, je veux dire, on parle jamais là, de ce discours-là dans la vie.
T'exagères à quel point il bégayait, t'exagères à quel point, genre, ce discours-là est important, t'exagères à quel point. Mais c'est ça, c'est du film à Oscar tout crash. Tu sais, mettons, tu fais un top 10 des meilleurs films de la décennie, de 2010 à 2020, mettons. Social Network, c'est facilement dans le top 5. Là. Ouais, puis Discours du roi, peut-être numéro 3. Non, mais ouais, non, Social Network, c'était bon. C'est sûr, à l'époque, ça me gossait, j'étais comme, j'ai un film sur Facebook, genre. Euh, Puis, tu sais, clairement, t'as plein de gens qui. Clairement, ça a quand même fait de la pub à Facebook aussi. Puis t'as beaucoup de gens qui, justement, prennent Mark Zuckerberg comme modèle basé sur ce film-là aussi. Mais bon, ouais. Puis aussi, c'est la première fois que Trent Reznor et Atticus Ross travaillent avec David Fincher, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ben c'est ça que je voulais dire aussi. Là. J'avais noté comme toute la trilogie de Social Network, The Même Girl Mank with the aussi, c'est Dragon eux. Tattoo, puis Gone Girl. Ben c'est sûr, ouais. Bank, c'est la même musique aussi, là, mais ces trois films-là, c'est la même musique, c'est la même photo. Ah ouais, ok. C'est vraiment là. Puis, tu sais, les films visuellement se ressemblent. Puis, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est trois films, c'est trois chefs-d'œuvre. Ouais, vraiment. C'est les décors de Donald Graham Burt pour les trois films. Puis je trouve la musique se démarque particulièrement chez Fincher. À partir de là, la musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor, là, c'est toujours genre ça coche. Vraiment. Je sais pas si on avait dit à un fan emo tourmenté de Nine Inch Nails des années 90 que Trent Reznor allait gagner genre 3 Oscars, 3 ou 4 Oscars, je sais pas trop. C'est drôle, pareil. Mais ouais, Social Network, non, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur Social Network. Je sais pas C'est un film parfait. Un film parfait. Tout le monde a regardé ça, c'est un film parfait. c'est excellent. Pour moi, tout le monde a déjà vu ce film-là pareil, là, mais Ouais. c'est un film parfait. Après ça, 2011. 2011, un film écrit par Steven Zaillian qui a Qui a fait des scénarisé gros Gangs of New scénarios. York, Schindler's Irishman, List. Schindler's List. ouais, Schindler's List, Mission Impossible. Il a C'est lui qui. co-scénarisé avec Aaron Sorkin, Moneyball. Ce que t'as pas vu, Moneyball. Hein. J'ai pas vu Moneyball. Vois Moneyball. Moi, c'était un coup de cœur là, personnel. Je trouve ça incroyable. Surtout le système de baseball. Puis, ces années-là, c'était comme notre enfance avec les gros joueurs, genre Jason GMB et tout. Là. T'en souviens? Là? Quand on était au primaire, on jouait au baseball GMP, taco. Là. c'est celui qui était Non, ça, c'est Gary Sheffield. Là. Gary Sheffield. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il parle de joueurs, puis tu vas tout reconnaître les joueurs, c'est hot. Là. Puis le film est vraiment excellent. C'est Aaron Sorkin avec Steve Zaillian qui scénarise, puis ça coche. Là. C'est vraiment très bon. C'est ça, Steve Zaillian. Mais il faudrait, mais il est encore sur Netflix? Ben, je voulais le regarder avec mes parents. Je sais pas s'il est encore là. Il l'était, mais je sais plus s'il est là. Ouais. Check out. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, qui est donc l'adaptation d'un roman de Stieg Larsson, le premier roman de sa célèbre trilogie Millennium. C'est-tu une adaptation du roman qui n'a pas rapport avec les autres films suédois ou c'est comme un remake d'un film suédois qui a été adapté du même roman ou peu importe? Non, je pense que c'est une adaptation du roman. Je ne sais pas s'il a vu l'autre film ou si le scénariste sûrement qu'il l'a vu, mais c'est surtout. Mais tu sais, grosso modo, les deux, c'est pas mal. Ben, de toute façon, l'adaptation suédoise était très fidèle au roman. Okay. Puis le film de Fincher est quand même assez fidèle. So, il y a un point majeur sur lequel je vais revenir après. Là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est Millennium. C'est particulier parce qu'entre autres, Stieg Larsson il est mort d'une crise cardiaque avant que ses livres soient publiés. Il n'a jamais connu l'immense succès international que ça a eu. J'ai lu le premier roman à l'époque. J'avais trouvé ça quand même laborieux. J'avais pas tant aimé. Tellement que j'avais commencé le deuxième puis j'avais abandonné à page 100 peut-être.
Euh, Puis après ça, finalement, est-ce que j'ai vu? J'ai plus ou moins vu, parce que c'est ça, ils ont sorti la trilogie en Suède. Ils ont fait 3 films suédois. C'est des adaptations c'est ça, très littérales. Puis tellement que après ça, avec comme les scènes coupées, ils ont fait une série télé. Fait que c'est comme sorti en série télé. Puis moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai comme pas vu la version courte cinématographique. J'ai vu comme la fin de. J'ai comme vu le dernier épisode du premier film, du premier livre, je sais pas trop comment exprimer ça, là. Mais c'est l'adaptation du premier livre, mettons. Puis j'ai vu tous les épisodes sur le 2 et le 3. Puis c'est ça, on dirait que je l'ai regardé parce que je voulais connaître comme la fin de l'histoire, où est-ce que ça s'en allait, mais j'ai pas de temps, j'ai jamais vraiment apprécié beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai pas tant apprécié le roman, pas tant apprécié la série. Puis là, quand j'ai regardé le film, c'est comme la première. Puis le pire, c'est que j'avais beaucoup de préjugés envers ce film-là, surtout au départ. Surtout que j'ai appris son existence. Vu que je connaissais Millennium, j'ai appris l'existence de ce film-là. Ben, je veux dire, quand ce film-là est sorti, je ne connaissais pas David Fincher. Fait que pour moi, c'était comme le remake américain d'un film suédois. C'est une démarche que j'appréciais pas. Puis, c'est ça, mais on dirait que bon, quand je l'ai vu plusieurs années plus tard, c'est la première fois que j'ai apprécié cette histoire-là, en fait. Puis pourtant, c'est très fidèle. C'est juste une vraie réalisation d'un vrai réalisateur qui vient vraiment donner un un vrai point de vue sur l'histoire. Puis, tu sais, ça a beau être un remake américain, euh, tourné en anglais, mais ça se passe en Suède avec des acteurs suédois, des acteurs américains, mais qui parlent en anglais. Mais les personnages sont suédois, puis ils parlent en anglais parce que Ouais, c'est pas ce qu'il faut. c'est la convention. C'est comme quand tu vas voir Ben, une pièce de Tchekhov au TNM, il ne parle pas en russe, là, ben c'est pareil. mais tu sais, ça, je trouve ça intéressant qu'il a gardé ça en Suède, même s'il parle anglais, parce que tu sais, ça vient pas américaniser l'histoire. Puis Ben tu sais, vraiment, le tu te froid sens est vraiment en intéressant. Suède, tu sens vraiment que c'est en Les Suède, puis décors, c'est ça ça. se passe en C'est Suède. ça. Les Les décors personnages sont sont beaux. suédois, les enjeux sont suédois. Il a Puis, l'air de faire fret. ouais, Fait que, c'est hot. non, c'est ça. C'est vraiment un bon film. Tu sais, ça donne le ton dès le début là, avec la reprise d'Immigrant Song dans le générique là, de début. Je sais pas. Ça fait très. C'est drôle parce que le générique de début fait très James Bond, puis t'as Daniel Craig. Ouais. Ben, je trouve que ça fait quand même. Il se détache quand même bien du personnage de James Bond aussi. Oui, non, Je trouve. clairement. Ouais. Sauf, ben, c'est pas lié au personnage, là, mais la fin me gosse un peu. Là. Parce La fin où est-ce qu'il va venger le. Genre, il va. ben, quand il se fait capturer par le méchant, il se retrouve Ok. dans le repère du méchant Ouais, ok. à se faire torturer. Ça me Ok. gosse parce que c'est tellement une fin de film hollywoodien. Tu sais, c'est pas ça dans le livre du tout. Là. C'est comme. T'as pas de climax final, d'affrontement, tu sais, ben, justement, de James Bond qui se fait torturer par le méchant dans son repère. Ça m'a gossé un peu, mais ouais. Mais en même temps, c'est que ça, ça ajoute une tension dramatique à la fin qui n'était pas nécessairement là non plus dans l'histoire originale. Tu sais, le scénario du film aussi est assez particulier. C'est pas une structure classique. Là. Je pense qu'il y a 4 actes dans le film. Puis t'as comme plein de personnages qui ont des buts différents, puis que ça n'a pas tant rapport non plus avec la quête principale. Tu sais, tout ce qui se Mm-hmm. passe, c'est la poursuite qu'il y a, puis qu'il veut se venger par rapport au Wenstrom, je ne sais plus comment il appelle ça. C'est lui qui le Mm-hmm. poursuit. C'est comme la quatrième acte, c'est qu'il va réussir à se venger un peu, mais ça n'a aucun rapport avec tout le reste. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est que c'est unique. Là, Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment ça dans le roman. C'est que tu as comme OK. vraiment euh, plusieurs niveaux, là, plusieurs objectifs en fonction. Tu as évidemment le vieux qui veut résoudre l'histoire de la disparition d'Henriette. Puis là, à côté, ben là, tu as lui
qui veut réhabiliter son nom, puis comme prouver que toutes les accusations qu'il a portées, ben, il est contre L'autre, c'était tel fondé. Magnus, c'était fondé, c'est ça. Puis t'as le personnage d'Elizabeth à côté qui est. Elle veut juste quasiment juste exister, puis avoir le Ben, droit c'est de ça. vivre. Là, Mais je trouve que. je trouvais que dans le roman, ça, comme le fait qu'il y ait plusieurs lignes comme ça diminuait la portée comme explosive de la fin, mettons. Ça venait diluer un petit peu tout ça. J'avais l'impression de lire un thriller tout le long, qu'il allait y avoir une grosse révélation à la fin, puis finalement, à la fin, c'est comme pouet. La fin où est-ce qu'il se venge de la compagnie ou la fin où Ben, c'est ça, la fin que, mettons, la révélation sur Henriette, c'était pas tant intéressant. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est même pas vraiment fini. T'as comme l'autre histoire. Fait que c'est juste ça que j'avais trouvé. C'est vrai que dans le film non plus, la révélation, c'est pas ça qui. C'est plus le processus qui est intéressant, plus que où ce que tu as Ben, c'est abouti à la vrai, fin. mais dans le roman, j'avais trouvé que le processus de 800 pages était plus pénible qu'autre chose. mais, mais, mais tu sais, j'ai lu ça. Je pense que j'étais en secondaire 5. Donc, bon, peut-être que je verrais ça différemment aujourd'hui. Je sais pas. Là, je veux pas sonner je sais pas, comme un imbécile. Mais c'est ça, non, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Là, justement, pour le coup, dans le film, j'ai vraiment trouvé que tout le trajet pour se rendre à la fin était. Tu n'as pas besoin d'une révélation finale, quoi que ce soit. Là, le film est vraiment bon en soi. Si t'es encore dans un film d'enquête comme Zodiac, comme Seven, c'est classique Fincher. Le personnage de Rudy Mara est incroyable. Elle est méconnaissable, mais est incroyable. Mm-hmm. Ce que j'aime aussi du film, c'est que Fincher montre Elizabeth Salander, c'est un personnage vraiment. Il est fort. Je pense que c'est un personnage mythique de la littérature maintenant déjà. Mais même c'est Noomi Rapace qui l'avait fait dans le film original. Ah oui, C'est un suédois. OK. C'est comme on dit, c'est un personnage marquant, là, puis qui est toujours marquant, peu importe son incarnation. Et aussi, je trouve que Fincher, il montre des choses dans ce film-là qu'on voit pas au cinéma absolument. Tu sais, genre les scènes de viol, là, c'est horrible à regarder. C'est dur, là, mais c'est comme, oh shit, man, ça frappe. Puis comme, tu vois jamais ça au cinéma, des viols, là, même, à part, mettons, Lars von Trier. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Puis justement, la scène où est-ce qu'elle va se venger de son viol, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Comment que c'est comme la catharsis. C'est vraiment, vraiment fidèle au livre en plus. C'est drôle que tu vois des choses. Ailleurs, c'est des choses qu'on n'a jamais vues au cinéma, mais c'est juste une transposition de ce qu'il y a déjà dans la littérature depuis toujours. Ouais. Mais surtout aux États-Unis en plus, que c'est ultra comme contrôler un peu ce qu'ils doivent faire pour pas se faire trop choquer puis tout ça. Fait que c'est hâte qu'on puisse voir ça dans un gros film comme ça qui Fincher c'est un gros nom, t'as des gros acteurs, puis c'est comme un. C'est pas du Lars von Trier que c'est très pointu puis que peu de gens vont le voir. Là, Ouais. Avec Millennium, je pense pas qu'il a été un grand succès populaire. Celui-là, celui de Fincher. Mais en même temps, tu sors le film genre quoi, 2-3 ans après un film suédois qui a quand même eu beaucoup de succès à l'international. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient aller revoir le même film. Ouais. Mais en tout cas, moi je pense que c'est mon préféré de Fincher. Ou peut-être après Social Network, là, mais je pense que c'est mon préféré. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai de la misère à départager la trilogie. Ouais. Puis j'aime beaucoup Fight Club aussi. Ouais. C'est ça. As-tu d'autres choses sur ça? Non, mais c'est vraiment bon. Le ton est donné dès le départ. Puis ça se maintient tout le long. C'est extraordinaire. Ouais. Excellent. 2014. Gone Girl. Moi, c'est un film que, la première fois que je l'ai vu, je trouve qu'il y avait comme un gros hype. Puis que, je m'étais fait dire que la fin, genre, c'est un gros twist, ça va te choquer. Puis on dirait que je le voyais venir depuis le début, puis j'étais comme, OK. Mais tu sais,
J'aime, Mais j'aime le film pareil. quelle fin, quel twist. Ben, en fait, c'est pas la fin, c'est plus la twist du milieu. Ben, c'est ça, c'est au C'est ça, milieu c'est du film. ça, c'est ça. Mais ouais, non, ben moi, ce film-là, je sais pas si c'est. Ben, je l'ai revu, là. Je, je le considère quasiment comme mon préféré, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Là, c'est pas bien grave, là. C'est pas bien important. Mais non, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis on dirait que j'ai encore plus aimé la deuxième fois que je l'ai vu. Euh, mais c'est un film que je trouve. Ben, tu sais, c'est à la fois comme l'histoire est tellement invraisemblable, c'est tellement. Puis en même temps, tu sais, le film s'accroche, puis il fait en sorte qu'on s'accroche à cette histoire-là, même si ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est comme, justement, tu sais, ça fait volontairement absurde par moment, puis c'est juste vraiment bon, tu sais, on est tapé, puis c'est ça, tu parlais du punch, là, mais c'est ça qui est le fun, c'est que comme la révélation, tu sais, ça part comme un thriller, tu t'attends à ce que, tu sais, à la fin du film, tu apprennes toute la vérité, mais en fait, tu l'apprends au milieu, puis le film, il continue encore Ouais. pour une autre moitié du film, pour une autre heure et demie et quart, genre. Puis c'est génial, là. Mais tu sais, le film, dans le fond, ça ressemble beaucoup aussi à The Game en, en maîtrisé, mettons, mais tu sais, ça reste que c'est quasiment un jeu qui est dedans. Puis t'es Mhm. dans la paranoïa du gars, puis c'est comme si sa femme elle joue avec. On n'a pas expliqué c'était quoi le film, là, mais c'est comme si sa femme joue avec lui aussi. Là. Ouais. On peut expliquer c'est quoi le film, là. C'est l'histoire de Ben Affleck et Rosamund Pike. Ouais, c'est leur histoire à eux. C'est une histoire vraie. Non, c'est ça, c'est genre histoire. Ben, ça commence que Rosamund Pike est disparue. Puis là, tu as des flashbacks qui montrent comme l'histoire de leur couple, qui est comme une espèce de petit couple parfait. Sauf que, bon, tu apprends finalement que tu as été manipulé un petit peu par rapport à ça. Mais c'est ça, l'espèce de petit couple parfait que là, L'apparence, les apparences, hein, les c'est important. apparences. Ben, Ben, le titre le titre français, là. français est meilleur que le titre Ouais, anglais. C'est Gone Girl. ouais. C'est un jeu de mots sur le fait qu'elle a disparu puis le fait qu'elle est virée folle, là, mais bon, ça vole pas très haut. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, elle est disparue, puis là, ben là, tu as des éléments d'enquête qui arrivent, puis tu te viens à croire, même le spectateur, je pense, doute que ah ben est-ce que c'est son mari, est-ce que c'est Ben Affleck qui l'a tué, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, ben là, tu apprends comme la vérité, mais le film continue, puis tu as comme une espèce de jeu de manipulation entre les deux personnages, entre Rosamund Pike et Ben Affleck. Mais tu sais, c'est que tu apprends tout le temps des affaires, tu sais, comme justement, tu sais, le film, c'est les apparences. Le titre français, c'est les apparences. Puis, tu sais, ça parle vraiment beaucoup de télévision, de réseaux sociaux, même si ça parle pas vraiment de réseaux sociaux, mais tu sais, on peut facilement extrapoler ça aujourd'hui aux réseaux sociaux, mettons. Toutes les questions de représentation. Moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise, moi, où les gens écrivent des lettres, puis ils font des représentations d'eux-mêmes. Ils se présentent aux autres sur le jour qu'ils veulent. Mais c'est ça, c'est l'image qu'on projette versus la réalité. Là. Puis c'est tout le glamour puis la perfection Tu- de la télévision ou extrapolons à Instagram maintenant. Puis Mais, versus la réalité. mais tu sais aussi, ça revient à la base de Fincher, ce qui était au début, avec toute la critique sociale de la société. Puis dans le fond, c'est des gens qui sont un peu prisonniers de leur mode de vie aussi, puis de la société dans laquelle ils vivent. Mm-hmm. Puis ça revient comme à Fight Club et à The Game, sont pris dans ça. Tu sais. Mm. Sont pris dans leur mariage qui doit être parfait, puis C'est respecter ça. telle et telle convention, puis alors que tu pourrais être autrement, puis qu'ils pourraient être plus heureux d'une autre façon. Mais Oui. c'est pas un hasard. Le film, il s'ouvre sur Nick Dunn. Est-ce que ça, Dunn, son nom? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Amy ça. Dunn puis Nick Dunn. Ouais. Qui sort de sa grosse cabane là, dans son petit quartier propre. Là, c'est comme petit quartier de banlieue, mais Monster House, là, grosse maison. Là.
pour aller, tout ça, il sort de sa belle petite maison, mais il va porter son gros bac de poubelle au chemin, puis il part dans son VUS. C'est une espèce de grosse société d'apparence, de consommation. Tout n'est que façade. Tout est beau, il est là dans son beau quartier, mais en même temps, bon, c'est un message environnemental qui n'est pas nécessairement dans le film, là, mais je ne sais pas à quel point, là, mais il sort son gros bac de déchets, il part avec son VUS polluant, puis pendant ce temps-là, sa femme a planifié comme sa condamnation à mort en secret. C'est comme derrière les apparences se trouve le lait. C'est ça. Puis tu sais aussi, c'est le premier scénario de Gillian Flynn, je sais pas comment tu dis ça, là, mais c'est elle qui a fait le roman. Adapté de son roman. Hein. Ça, mais son premier long métrage qu'elle a écrit, puis c'est un exploit en tabaslac faire ça. C'est dur d'écrire un film, puis que ça soit aussi bon que ça pour ton premier film, là, c'est quelque chose. Hein. Mais je sais pas si tu prends le même scénario, tu donnes tu donnes le même scénario à un réalisateur moins talentueux, si ça arrive. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Mettons, certains rebondissements auraient paru plus n'importe quoi. Là. Surtout en plus que on dirait Fincher, c'était le fit parfait aussi pour un film comme ça. Mm-hmm. Je sais pas, peut-être. C'est ça. Tout dans le film, là, aussi c'est le summum de l'image parfaite léchée, là, ce film-là. Là, tous les plans sont tellement travaillés. Puis, tu parlais tantôt de. C'est des apparences. Hein. C'est ça, c'est des apparences. Là, tout pour représenter un monde qui n'existe pas, mais celui auquel on veut croire. Ce que j'aime aussi, c'est la fin qui est comme. Tu sais, la fin est tragique. Puis tu dis, c'est un film un peu à la Taken où est-ce que sa femme s'est fait enlever, puis là, il la retrouve, c'est bon. Tu sais, tandis que là, sa femme disparaît, il la retrouve. C'est supposé être le fun parce qu'il retrouve sa femme, mais au final, c'est fucking tragique. Puis t'es comme, oh, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive pour vrai, ou je sais pas. Tu sais. Ça, je trouve ça incroyable, là, comment c'est joué. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis ça parle beaucoup du couple, puis tu sais, c'est quasiment une sorte de métaphore cynique du couple, là, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est souvent deux personnes qui s'aiment et qui saillissent à la fois. Là, tu sais, je veux pas, tu sais, ça va bien dans ma relation, là, je te rassure. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, tu sais, c'est ça, c'est souvent, tu sais, t'as des aspects qui t'énervent profondément chez quelqu'un, puis tu sais, c'est comme, tu as l'impression que tu aimes la personne, mais en même temps, tu l'haïs, puis tu sais jamais c'est quel côté qui va triompher. Puis, parce que tu as tellement de choses enfouies puis refoulées des fois, là, surtout dans une mauvaise relation. T'en as plus, mais c'est ça. C'est ce genre de choses, justement. Derrière les apparences, le bonheur, ben là, ça peut éclater. Ouais. C'est ça, c'est intéressant. Il y a un contraste vraiment entre l'invraisemblance un peu folle du scénario, qui part dans tous les sens, puis l'espèce de réalisme, de faux réalisme froid de l'image, là, où tout est tellement premier degré que ça fonctionne. Excellent. C'est excellent. Puis, la scène, il y a une scène magnifique qui tranche vraiment avec le reste du film, là, la scène du meurtre. Avec Neil Patrick Harris, c'est celle-là? Ouais. Ah ouais. C'est génial. C'est magnifiquement esthétisé. Là, c'est comme. Ça coupe. Tu as comme t'as un effet de. Tu as comme des fondus au noir très rapides. Tu as un aspect peut-être de cliché de photo, peut-être, ou je sais pas. Là. Mais en tout cas, c'est du moins une mort qui est vraiment comme de la violence qui est esthétisée, là, qui est. C'est violent, là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, c'est vraiment la violence en spectacle. Puis, elle qui se donne en spectacle. C'est le personnage qui se donne en spectacle. Puis, le film qui présente, c'est ça. La violence en spectacle comme ça. Puis, je sais pas, là, j'ai l'impression que le film en dit beaucoup sur la société et le monde médiatique. Dans ce qu'il y a de plus négatif. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que tu retournes à ses premiers films et tu vois déjà ça, puis c'est déjà plus maîtrisé de plus en plus. Fait que ça, c'est le fun, c'est de voir la progression de son œuvre selon les thèmes qui reviennent. T'sais. Ça, puis quand on parle de progression, le film a un aspect tellement terre à terre au pied de la lettre qui renforce un petit peu le décalage
dans le propos, qui crée un sentiment de malaise étrange chez les spectateurs. Quand tu regardes ça, euh, euh, tout ce qui est des choses un petit peu invraisemblables qui se passent, justement le meurtre de la scène avec Neil Patrick Harris, que ça fait aucun sens. Que là, elle se ramasse là, puis elle décide de faire ça. Puis là, t'as une espèce de malaise étrange puis jouissif en même temps chez le spectateur, que le film est tellement sérieux, terre à terre, puis qu'il se passe des choses qui explosent dans tous les sens comme ça. Puis, je sais pas, pour moi, c'est peut-être la force du film, là. Alors que c'était genre un point faible de Benjamin Button qui, lui, était trop terre à terre pour son histoire qui demandait à être plus extravagante ou quelque chose, tandis que là, on est vraiment dans un film qui est où tu as un décalage volontaire et réussi sur le ton entre la mise en scène et ce qui peut se passer. Ouais. Mais presque. Donc, voilà. Vraiment un très bon film dans le genre. Très, très bon. Très, très bon. Mm. Si personne, faut faudrait voir les 3 films back-à-back, genre la trilogie, là, comme on appelle. Là. Ce serait parfait. En tout cas. Mm. Dernier film maintenant. C'est vrai, il y en a un autre. 2020. J'ai pas pris grand note là-dessus. Mais tu sais, entre-temps, il a fait. On a parlé d'House of Cards, puis on a parlé de Manhunter. Puis en 2000, fait, c'est ça, tu sais, quand est sorti sa trilogie, j'étais comme ailleurs, David Fincher, c'est mon réalisateur actuel préféré. J'ai trop hâte de voir son prochain film. Puis là, il n'a pas sorti le prochain film. Ouais, t'es-tu déçu du prochain film ou t'es pas trop déçu? Euh, ben, je veux dire, si en 2015 ou en 2016, tu m'avais montré Mank, j'aurais été très déçu. Là, je pense pas que j'ai plus apprécié le film que je l'aurais apprécié à l'époque, mais au moins, j'ai fait mon deuil. J'ai eu le temps de faire mon deuil du Fincher de la trilogie. Mais non, mais c'est Parce que, tu sais, il s'en va complètement ailleurs. complètement autre chose. Je dirais que c'est un hommage à son père plus qu'un film de Fincher, tu sais. C'est comme s'il Mm-hmm. complète l'œuvre de son père qui est mort, j'ai noté, là. Il est mort en 2003, je pense, son père. J'ai pas noté, mais en tout cas. Dans le fond, c'est un scénario que son père avait écrit depuis vraiment longtemps, qui n'avait jamais été fait. Puis là, avec Netflix, Netflix permet aux gens de faire à peu près n'importe quoi. Là. Fait qu'ils ont pu faire ça. Puis dans le fond, ça parle. Comment il s'appelle l'auteur de Citizen Kane? Je me souviens plus. J'ai-tu noté? Le personnage principal du film. Mankiewicz, ouais, quelque chose de Joseph Ouais. Mankiewicz, c'est ça? Ouais. Qui est le réalisateur québécois qui a fait, Alors que c'est Herman G. Mankiewicz, c'est ça? qui a fait Ah ouais, c'est vrai, c'est la même personne. les bons débarras. C'est ça. Herman G. Mankiewicz, c'est le scénariste de Citizen Kane. Puis le film tourne pendant que lui il s'est cassé à la jambe. Il faut qu'il écrive le scénario de Citizen Kane. Puis dans le fond, c'est Gary Oldman qui est couché dans un lit après tout le long, puis qui écrit, puis qu'il fait rien. Puis là, tu comprends un peu la société des années 30, la sortie de crise d'après le crash aussi de 29, puis toute la situation politique, puis des affaires comme ça. Puis toute la situation de production aussi de Citizen Kane qui a été compliquée. C'est un film qui est ultra pointu, peut-être même trop pointu, que genre monsieur, madame, tout le monde n'aimera pas. Même, tu sais, faut que tu connaisses Citizen Kane bien, ou faut que tu l'aies vu du moins, là. Parce que je pense que sinon, ça va juste être n'importe quoi, parce que ça met rien en contexte, ça explique pas trop qui est Mm-hmm. qui. Puis, c'est ça. C'est pas un film qui est facile à regarder. Je pense que c'est un film qui peut être appréciable, qui pourrait être bon à long. Je trouve que c'est une belle performance de Gary Oldman, mais comme c'est bien trop pointu c'est trop Ouais. pointu. Là. C'est un film historique, puis c'est un film hommage au cinéma, aux scénaristes beaucoup. Il y a une Ouais. espèce de critique envers Orson Welles aussi, là, qu'on présente comme le grand artisan de Citizen Kane puis tout. Puis là, Mais ça, c'est un débat. Hein. Il y a plusieurs visions là-dessus aussi, que différentes personnes en ont leur point de vue sur Citizen Kane puis sur le travail d'Orson Welles, savoir qui devrait mériter le crédit d'auteur du film, mettons. Là. Mhm. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est un film qui essaye de recréer visuellement un petit peu de l'image de Citizen Kane.
Ouais, ça vient chez le noir et blanc, puis ça va chercher le son en mono, je pense, Ouais, de c'est ça. l'époque, tu sais. Puis, mais tu sais, visuellement aussi, c'est pas juste tu sais, le noir et blanc, mais tu as des noirs très bouchés dans les coins, des affaires de même, là, c'est des espèces d'images qui. Il me semble que T'as t'as des pas une plans. image noir et blanc. Tu une image noir et blanc qui rappelle Citizen Kane plus que tu dors une colle, mettons. Oui, 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 non, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, justement, il en parlait dans l'épisode des Bienveillants que j'écoutais en fin de semaine, puis qui disait que, tu sais, à place de faire un film à la méthode de Lighthouse, que c'est fait avec les technologies de l'époque pour avoir le style de l'époque, mais là, tu fais ça en numérique, puis tu essaies de toucher ton image pour que ça soit quand même pas pire, mais comme ça marche pas parce que c'est un contraste Hum, par rapport à ce que tu faisais avant, puis l'image marche pas tant, tu sais. Je trouve que la photo est quand même belle, pareil, là. Mais, tu sais, ouais. La photo de Eric Messerschmidt, tu fais quoi? c'est son premier vrai film. Ah oui, ok. C'est bon. Mais c'est ça. À part ça, je sais pas quoi dire d'autre, ce film-là. Là. C'est un film que je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'ai aimé ça. C'est un peu long comme film. Je sais pas si. Ouais. C'est ça. C'est dur à dire, mais. Ça peut être un bon programme double avec Citizen Kane. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais encore là, C'est pas. je Ouais. sais pas. Je sais pas. C'est Non? quand même un film Netflix, là. On Ouais. dirait que j'essaie de ne pas avoir de préjugés. Je me dis, ah, tu sais, c'est David Fincher, ça va être bon. Puis ça va être un film de David Fincher. Puis on dirait que je peux pas m'empêcher de penser que ah, ben, c'est comme un film Netflix. Même chose. Tu sais, même Roma, ça m'avait fait ça. Je comprends. Même, même comment ça s'appelle? Marriage Story, que j'avais pourtant bien aimé. J'avais pas trippé. Mais en tout cas, c'est un autre débat, là. Je vais pas commencer à dire tous les films que j'aime pas, là, mais Qu'est-ce que t'as pas aimé dans Marriage Story? c'est bourgeois. Pourquoi c'est bourgeois? Parce que Scarlett Johansson est dans une grosse maison. Ben, Là. c'est comme la vie. C'est comme les problèmes des gens riches, là. Tu sais. C'est un peu ça, là. Ouais, mais t'as plein de films que c'est ça puis que t'aimes. Probablement. Genre La Grande Beauté. Que c'est. Il n'y a rien de plus mondain que La Grande Beauté, en tout cas. Ouais. Ben, non, mais ouais, non. Mais je sais pas, je trouve ce que j'aimais de Marriage Story, c'est ben, les dialogues puis les scènes, ben, surtout peut-être le jeu d'acteur, la dynamique entre Scarlett Johansson puis Adam Driver, qui est quand même excellent. En tout cas. Après, ce qui est bizarre avec Marriage Story, c'est que tu es tout le temps du point de vue du gars, mais tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est lui qui est généralement dans le tort, comme la majorité du temps. Spécial quand même, comme film. C'est- Ben, tu sais, En tout c'est cas. En tout cas. classique. En tout cas. Ben, moi, c'est ça pour Mank. Je sais plus quoi dire, là. Je suis bouche bée. C'est bouche bée. Ouais, moi, je t'ai rendu à parler de Noah Baumbach. J'allais commencer à parler de Francis A, mais tu m'as arrêté, c'est bon. Ça peut être de noir et blanc, c'est plus ça? Non, je Non, pensais ok. juste à Francis A parce que je l'ai vu cette semaine, que c'est fucking bon. Ouais, c'est bon. En tout cas. Ça fait-tu le tour? Je pense que ça fait le tour. Excellent. Ben, j'espère que les gens vont écouter David Fincher. Ben oui, et regardez-le surtout. Regardez, Hubert serait pas content. Hein. Hubert serait fâché. C'est Ok. ça. Ben, voilà. Excellent. Fait que, on se dit à la prochaine. À la prochaine, Benjamin. Quelqu'un qui a vu aucun film de Fincher, tu lui dis quoi? Ben, cours à partir de Fight Club, Zodiac, puis la trilogie. Il faut absolument voir ça. C'est primordial. Fait que, Ouais. c'est ça. Tu mettrais Zodiac plus important à regarder que Seven? Ok, Seven aussi, c'était bon. Mais j'ai préféré Zodiac, je trouve qu'il est plus maîtrisé. Puis, ben, tu sais, Seven, c'était excellent. Mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment Zodiac. Je trouve ça très, très bon. Fait que, c'est ça. Je dirais la trilogie puis Fight Club, puis après ça, système de vas-y avec Seven puis Zodiac. Puis...
Ben, tu sais, ça vaut toute la peine d'être vu, pareil. Tu sais, Panic Room. c'est comme un grand cinéaste contemporain. Là, tu sais, mettons les Paul Thomas Anderson, ben, Tarantino, moi j'adore Tarantino. C'est un peu dans les grands cinéastes contemporains américains, là, ces trois-là, mettons. Là. Et qui font des films aussi c'est ça, que de l'extérieur ont l'air de films relativement classiques. Ben, Tarantino peut-être pas, mais ben, malgré Tarantino, si tu connais pas Tarantino, en effet, ça peut avoir l'air d'un film relativement classique là, vu de l'extérieur. Puis que justement, il propose quelque chose de plus là, dans la mise en scène, dans la façon de faire le film qui s'en va ailleurs que dans une petite lecture classique, là, clairement. Mm. Bon, ben, écoute. On pourrait se faire un épisode sur Paul Thomas Anderson. Ça j'aimerais ça. C'est peut-être mon réalisateur préféré. Que... Ouais, mais j'en ai pas vu assez. J'ai tous ces films. Faudrait que tu me forces à toutes les voir. Je les ai tous ces films. C'est ça, faudrait que tu me forces à toutes les voir. On peut toujours... on verra. Fait que le prochain épisode, c'est Trainspotting. Mais pour vrai, je pense. Mais là, je suis en train de lire d'autres choses, mais je pensais me claquer tous les Tintins. Fait que si tu veux faire l'affaire d'aventure. Mais là, on peut jaser dans dehors de l'enregistrement. Tu veux lire tous les Tintins? Ouais. Je suis en train de faire ça, mais genre sur un laps de 2 ans, peut-être. En tout cas, on s'en jasera. Bon, on s'en jase. OK. Salut. Ciao.